Une groupe d'une vingtaine de personnes avait fracassé mardi dernier en début de soirée la vitrine d'une librairie du 3e arrondissement de Paris où l'écrivain dédicaçait son dernier livre Misère du désir. Une vingtaine de personnes portant des casques de moto ou des écharpes armées de gourdins et de bombes lacrymogènes ont fait irruption dans la librairie en criant « Israël vaincra ». Ils ont ensuite saccagé la boutique, blessant 6 à 7 personnes venues assister à la séance de dédicace. La police a indiqué qu'elle n'avait procédé à aucune interpellation. Alain Soral a expliqué qu'il avait reçu des menaces de mort après la diffusion par France 2, dans son émission Complément d'enquête, d'une interview dans laquelle il estimait notamment que certains juifs engagés ne faisaient jamais leur autocritique. Voilà David. Merci François. Alain Soral, bonjour. Oui, bonjour. Enfin, on va pas dire que j'ai pris la clandestinité, je me suis retiré un peu sur la Côte d'Azur pour me reposer là parce que j'étais un peu fatigué de tout ça et que je me disais que le mieux c'était un peu de prendre du recul, d'apaiser les tensions parce que je vous rappelle, je suis écrivain, homme de lettres, je ne suis pas chef de guerre, donc là je me suis retrouvé un peu dans un rôle qui me dépassait. Alors, mais réellement vous pensez que votre vie est en danger ou non? Enfin. Je reçois des menaces de mort, donc vous voyez, quand on reçoit des menaces de mort, j'en reçois encore aujourd'hui même, je suis bien obligé d'en tenir un petit peu compte. Ça ressemble aussi à de l'intimidation, mais vu ce qui s'est passé l'autre jour, il y a des choses réelles, quoi. Alors, Alain Soral, c'est qui avant tout? Alain Soral, c'est quelqu'un qui écrit des livres depuis des années. Depuis 60... Depuis 84. J'ai publié mon premier livre en 84 qui s'appelle Les mouvements de mode expliqués aux parents. Coécrit avec Hector Balk, donc je me suis intéressé à la mode, j'ai écrit 2 livres sur la mode, je me suis intéressé aux phénomènes de société, et je me suis un peu spécialisé dans la sociologie populaire, et puis je me suis intéressé à un moment donné au phénomène des communautarismes, j'ai écrit sur le féminisme, j'ai écrit une sociologie du dragueur, donc j'ai écrit un livre sur les rapports hommes-femmes, enfin j'ai des tas de sujets, quoi, je suis pas un monomaniaque du communautarisme. Alors, vous avez environ 46 ans, 58, c'est votre date de naissance, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. Alors, dès l'âge de, c'est-à-dire on peut dire très très tôt, 75, vous devenez indépendant, c'est ça? Oui, j'ai eu la chance ou la malchance d'être un déclassé, on va dire, de la moyenne bourgeoisie, de ne pas avoir pu faire d'études, donc d'avoir été obligé d'étudier un peu par moi-même. J'ai réussi le concours des Beaux-Arts, j'ai été élève à l'école des hautes études en sciences sociales chez Castoriadis à l'époque. C'était les marxistes réformateurs. Et j'ai beaucoup appris par la lecture et par moi-même, quoi. Ouais. Alors quand vous avez quitté votre père, c'est vrai que vous l'avez donné un coup de main, là, au moment que vous l'avez quitté. Comment? Quand vous avez quitté votre père. Vous avez dit... Oui, mais ça c'est dans mon CV, c'est-à-dire que oui, j'ai eu un rapport assez difficile avec mon père, mais bon, c'est pas rare. Je suis parti à 18 ans, j'ai gagné la capitale comme dans les romans balsaciens. Je suis arrivé à la gare de Lyon en disant à nous deux Paris un peu, et puis après j'ai essayé de survivre surtout, quoi. Votre dispute avec votre père, pourquoi vous le mettez dans votre CV, Alain? Parce que c'est un CV que j'avais fait pour je sais pas quoi, et puis qu'il s'est retrouvé là, et que ça explique un peu le bonhomme, c'est-à-dire... révoltant d'un peu. Oui, le rapport au père, c'est important, le rapport à la mère aussi, ça correspond aussi à ma sociologie, à ce que j'appelle la sociologie qualitative, et à la manière dont j'ai expliqué ma personnalité dans Sociologie du dragueur, car je précise aux auditeurs que contrairement à ce que disent certains, je suis un des rares, entre guillemets, sociologues qui a d'abord entrepris la sociologie de sa propre sensibilité, d'essayer de comprendre d'où me venaient mes engagements, mes réactions, etc. Donc en fait, j'ai d'abord fait le travail sur moi-même, donc j'ai essayé d'expliquer effectivement qu'en fonction d'une origine sociale... l'origine sociale, quand vous dites, c'est bourgeoisie, c'est ça? Bourgeoisie déclassée, ce qui est plus, c'est pas bourgeoisie, c'est bourgeoisie déclassée, justement, c'est un ancien moyen riche qui devient super pauvre, ça change la vision du monde, le rapport au père, le rapport à la mère, tout ça constitue une sensibilité, et je me suis attaché dans ce bouquin que j'avais écrit, Sociologie du dragueur, à bien étudier ma sensibilité, parce que je disais, avant qu'un sociologue étudie le reste du monde, il faut qu'il identifie son point de vue, c'est-à-dire savoir d'où il regarde le monde, et qu'il fallait bien travailler sur soi-même avant. Donc ça fait partie de cette démarche. Alors il y a la démarche un peu universitaire, c'est dans Sociologie du dragueur où c'était assez travaillé, et puis dans le CV, ça se retrouve de manière un peu littéraire parce que souvent les intellectuels cachent leurs origines, or elles sont fondamentales pour expliquer souvent leur positionnement, vous voyez. Ouais. Alors avant que vous soyez attaqué la semaine dernière, soi-disant, physiquement, est-ce que jamais on vous a pas attaqué là, avant ça?
Non, j'avais eu Act Up qui avait fait des descentes, mais ça, ce qu'ils appelaient des zappings, qui consistaient à balancer de la peinture rouge et à abîmer un peu les ordinateurs chez mon éditeur, par exemple. Ça restait bon enfant. J'ai eu bon, j'ai toujours eu beaucoup de diffamations, d'injures, mais j'ai surtout été méprisé jusqu'à présent. C'est-à-dire méprisé et passé un peu sous silence. C'était mon lot, quoi. C'est-à-dire on me traitait de tous les noms et on me passait un peu sous silence, mais que bon, malgré tout, j'ai continué à écrire des bouquins qui circulent, j'ai des lecteurs, voilà. Et puis là, bon, bah ça s'est un peu aggravé, là, je dois dire. C'était toujours le même sujet qui gênait les gens. Non, c'est pas voilà, c'est ça. L'étude du mon gros sujet depuis 3 livres, et surtout les deux avant-derniers qui étaient Jusqu'où va-t-on descendre, Abécédaire de la bêtise ambiante et Socrate à Saint-Tropez, c'était de montrer comment la montée des communautarismes crée des tensions et une situation qui confinait presque à l'avant-guerre, avec des milices communautaires qui exigent à chaque fois de la République des lois d'exception, avec une espèce de rivalité comme ça où on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec Monsieur Romero qui dit qu'il veut des lois d'exception pour les homosexuels en s'appuyant sur le précédent de la loi Guesso. Enfin, on sent aujourd'hui que la République française une et indivisible, qui mettait au-dessus de tout l'intérêt général et ne reconnaissait pas les communautés, contrairement à la société américaine. Ce modèle français est en train de se casser la gueule au profit d'un système généralisé de communautarisme victimaire concurrent, vous voyez. C'est un peu où les femmes deviennent les victimes des hommes, les gays les victimes des hétéros, les juifs les victimes maintenant alors de plus en plus de monde visiblement, les arabes, les français, enfin etc. Moi qui vais être le Gaulois victime des bien-pensants. On est dans une société où il n'y a plus que des victimes. C'est ça qui est un peu étrange et ça sent pas bon, quoi. Hein. Mmh. Vous-même, vous considérez un Gaulois, c'est ça? Oui, je dis Gaulois parce que c'est le mot, à la limite, comme on avait lancé le mot beurre, finalement, qui n'était pas très respectueux non plus. Ouais. Je dis Gaulois parce qu'effectivement, je suis un Français moyen. Je fais partie de la majorité silencieuse. En fait, je suis celui qui fait partie de la communauté la plus vaste, ce qui bien qu'il ne bénéficie de la protection d'aucune communauté, parce que, comme chacun sait, plus on gagne en extension, plus on gagne en compréhension. C'est-à-dire, en fait, faire partie du plus grand nombre, c'est toujours faire partie des plus fragiles en réalité. Hein. Il n'existe que des minorités agissantes et on va dire des majorités opprimées ou des majorités silencieuses. C'est l'histoire du monde, vous voyez. Mais ce qu'en dit Alain Soral, il a des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? C'est ça, c'est-à-dire ici et maintenant, voilà, on est en train de parler ensemble, discuter sur certaines choses qui ne plaisent pas à certains individus. La semaine dernière, c'était quoi exactement le propos qui n'a pas aimé le groupe qui vous en attaqué? Bon, écoutez, déjà, c'est compliqué. Pourtant que vous venez confirmer que vous aussi vous avez des origines juives, voilà. Mais c'est pas ça n'a aucun intérêt. Ça, je vois pourquoi il faudrait faire preuve de ses origines pour pouvoir dire quoi que ce soit. Moi, ce que je déplore, c'est que j'ai été naïvement discuté avec des journalistes de France 2 sur un problème très grave qui s'appelle l'antisémitisme en ce moment, et que moi j'appellerais plutôt une certaine tension des tensions communautaires qui montent en ce moment en France et qui correspondent, enfin qui sont nouvelles, quoi. Hein. Et j'aurais pas dû être aussi imprudent sur un sujet aussi dangereux. Et malheureusement, les journalistes, au lieu d'essayer de restituer le fond de ce que j'essayais de leur dire, qui était plutôt un message d'inquiétude, ont essayé de me tuer médiatiquement. À mon avis, il y a longtemps que j'agace beaucoup de gens. Qui exactement? Vous agacez qui? J'agace tous les gens du politiquement correct parce que je dis des choses qu'on ne doit pas dire sur des tas de sujets. Et je pense que le but un peu bêtement des journalistes était de faire du spectaculaire sur un sujet où on n'a pas le droit d'en faire, 2, de me rendre définitivement infréquentable et ininvitable dans les médias, c'est-à-dire de me tuer médiatiquement, mais 3, ils n'ont peut-être pas compris, ou alors s'ils l'ont compris, c'est bien plus grave, qu'ils mettaient ma vie en danger, parce qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, il y a des gens qui sont très tendus à cause de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, et qu'il n'y a plus aucun humour sur le sujet, et que me désignant d'un seul coup comme une espèce d'être dangereux, abject et engagé, ils me mettaient en danger, alors que sur je veux bien admettre que la forme de ce que j'ai dit était très maladroite parce qu'elle n'était pas faite pour passer à la télé, c'était une engueulade de bistrot, vous voyez. Et une engueulade de bistrot, ça n'est pas fait pour passer devant des millions de spectateurs. Et je l'aurais jamais dit comme ça sinon. Et en fait, c'est-à-dire vous le regrettez actuellement de le dire à la télé? Je regrette que ce soit passé comme ça parce que ça n'apporte rien à part créer des tensions. Je passe mes journées à répondre à des gens par email
pour essayer d'éclaircir ma position, de m'excuser auprès de ceux que j'ai pu choquer, des blessures que j'ai pu raviver, et aussi dire ce que je voulais dire. Donc si je peux le dire là maintenant, je vais le dire. Je faisais remarquer que depuis quelque temps, les élites, certaines élites communautaires juives accumulaient les maladresses dans la gestion du dossier qu'on appelle antisémitisme. On voit avec les attentats qui finalement, bizarrement, n'en sont pas, ce qui est très très mauvais parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois c'est des histoires qui étaient fausses, inventées, etc. On voit avec l'histoire du film de Mel Gibson, où pour un film qui est exactement la copie conforme d'une scène qu'il y a dans Ben-Hur de Lévin, d'un seul coup il y a une polémique mondiale qui finalement fait l'effet inverse, puisque tout le monde va voir le film et d'un seul coup les gens se disent tiens, on n'a pas le droit de voir un film sur la passion du Christ, c'est étrange, des puissances peuvent s'y opposer. Enfin, à chaque fois c'est la communication par rapport aux Maghrébins, de tous dire que ce sont des suppôts d'Al-Qaïda et des violeurs. D'un seul coup on se met à dos des millions de jeunes qu'il faudrait plutôt intégrer en douceur. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs de communication commises en ce moment, et je crois d'ailleurs que M. Kuckerman s'en est rendu compte, puisque là il a dit qu'il changeait un petit peu de politique, qu'il fallait arrêter la politique du rapport de force brutal et de l'affrontement. Je crois qu'il a changé de conseiller puisqu'il a viré M. Adler. Donc moi je dis, c'est vrai que j'ai un franc-parler, mais ce que je dis était une chose de bon sens, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter de toujours stigmatiser l'autre, entre guillemets, et ne jamais voir les petits problèmes, les petites erreurs qui auraient pu être commises dans son propre camp, erreurs de communication, erreurs de positionnement. Je veux dire, on voit très bien, c'est assez facile à comprendre ce que je dis, et puis surtout de toujours marginaliser, diffamer les gens qui essayent de faire le tampon, la médiation. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis, à un moment donné, je dis, quand on me tend la main, je la prends, mais quand on me traite comme un chien, au bout d'un moment, j'aboie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'étrangeté de mon propos qui est passé sur France 2 la dernière fois, c'est la suite d'une lente et longue marginalisation sur un sujet que je connais bien et sur lequel on n'a jamais voulu me donner la parole, ou toujours on a essayé de me taper sous la ceinture, me diffamer, déformer mes propos, et puis à un moment donné, il y a eu ce clash qui est désolant, mais qui en plus, l'impression, continue à intéresser des gens, quoi. On a l'impression qu'il y a des gens en France qui jouent la stratégie de la tension, quoi, qui veulent que les choses ne se calment pas. C'est qui ces gens-là? Je veux pas le savoir, mais en tout cas, il y a des gens qui, je sais pas, je trouve ça stupide. Je veux dire, la France est un beau pays, il y a de la place pour tout le monde, c'est une tradition quand même républicaine bien ancrée. Je vois pas pourquoi on veut importer des conflits en France, sommer les gens, comment dirais-je, de se soumettre absolument sur certaines thèses et certains sujets, ce qui ne marchera pas très très longtemps. Puis menacer aussi, parce que je veux dire, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, tout ça est très mauvais, hein. Les gens le comprennent bien. Mais Alain Soral, ce que vous avez dit sur France 2, déjà on avait entendu ailleurs sur d'autres chaînes, même à la télé, à la radio, même dans l'information. Mais pourquoi on vous attaque vous? Ce n'est pas parce que vous-même aussi, puisque vous avez des origines juives, alors on dit que vous trahissez, on peut dire, c'est une trahison envers votre peuple. C'est pour ça que on va vous punir, non? Parce que écoutez, il y a d'autres écrivains qui ont écrit des choses, qui ont fait des émissions, qui ont dit des choses, même pires. Non, c'est parce que je l'ai dit de façon brutale et émotionnelle, et que c'est des choses qu'il faut dire très très délicatement. Et c'est parce que le climat est très mauvais, et c'est aussi parce que je pense qu'il y avait une volonté de m'envoyer à la rupture. C'est-à-dire que sur un sujet aussi délicat, on donne le micro, on prépare les questions et les réponses, et là c'était m'envoyer au clash. Or, ce que je trouve très bizarre, d'ailleurs je vais le faire remarquer, c'est qu'on peut entendre un écrivain comme Houellebecq dire que les musulmans sont des enculeurs de chameaux, et lire dans Le Monde un article signé par un psychanalyste qui s'appelle Declercq, qui est intitulé « Je hais l'islam », vous voyez, comme si la haine était de mise sur ce genre de truc, et ça pose aucun problème. Et ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai absolument tenu aucun message de haine. Si les gens veulent bien le réécouter, à la limite ils verront que c'était pas de la haine. C'était, j'essaye de dialoguer, mon inquiétude c'est que le dialogue ne passe jamais. Essayez de comprendre, il faut à un moment donné être capable de faire un peu son autocritique, se repositionner. C'est quoi cette autocritique que vous le citez plusieurs fois, Alain Soral? Moi je viens du communisme, alors chez les communistes on fait son autocritique, que c'est pas, quand à un moment donné vous agacez les gens ou votre message ne passe pas, c'est que votre message est mal dit, ou qu'il est mauvais, ou qu'il est plus dissible, je sais pas. Mais quand ça marche, c'est bon. Parce que par exemple, à un moment donné on voit bien qu'il y a des choses qui ne marchent plus. Je veux dire, en ce moment il y a des types de communication qui ne marchent plus. On peut pas quel type de communication qui ne marche plus, par exemple?
culpabiliser les Français systématiquement sur l'antisémitisme, la collaboration, ce qui s'est passé pendant la guerre, alors que les gens qui aujourd'hui regardent les informations télévisées sont nés après les années 60. Ouais. Dans un respect absolu des Juifs, on le sait très bien avec tous les slogans de mai 68, et à un moment donné faire l'amalgame entre ça, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens se disent on voit plus le lien, ça devient il y a un côté vente forcée, vous voyez, c'est maladroit comme communication. Ouais. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de maladresses qui sont commises en ce moment, et qui c'est le message que je voulais dire, c'est que les maladresses commises aujourd'hui par certaines élites de la communauté juive portent atteinte à l'image de l'ensemble des Français d'origine juive qui finalement ne demandent qu'à vivre tranquillement dans ce pays, quoi, qui est le leur. Je veux dire, normalement c'est ça qui aurait dû être dit, puis c'est quand même pas grand-chose. C'est étonnant, c'est que pour avoir dit à peu près ça, mais de manière énervée parce que le journaliste en face m'empêchait de le dire ou me contrait pour me pousser à m'énerver, c'est un peu comme dans une scène de ménage. Ce constat de bon sens que partage de toute façon l'immense majorité des Français vaut pratiquement une fatwa. Je me retrouve comme une espèce de Salman Rushdie à la française. Salman Rushdie aussi, parce que vous savez, il était musulman qui avait abandonné l'islam et il a critiqué l'islam. Ouais, mais même en France, attendez, pour les gens qui ont lu mes livres dans mon livre qui s'appelait Jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante. Ouais. Mais Alain Soral, tu vois, tu n'étais pas allé jusqu'à Salman Rushdie de dénoncer le j'ai judaïsme. beaucoup critiqué les maghrébins de banlieue, ce que j'appelais les IVA. Je me suis beaucoup moqué des rappeurs, des taggers qui jouaient les sous-prolétaires de banlieue, les sous-prolétaires américains, leur agressivité. J'ai beaucoup fait le travail dans ce sens-là, hein. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je me suis fait toujours un peu agresser verbalement en disant que c'était du racisme. Je vois qu'aujourd'hui les mêmes qui me traitaient de raciste à gauche en font 10 fois plus que moi, car moi, mon travail, c'était d'essayer de dire que les maghrébins de banlieue, finalement, étaient nés en France et qu'ils y resteraient, que quels que soient les fantasmes des uns ou des autres, ils seraient jamais rejetés à la mer, qu'il fallait maintenant qu'une certaine élite émerge de cette catégorie de population pour que, j'ai un texte que j'ai écrit qui s'appelait Vers une classe moyenne arabo-musulmane de France, pour que créer un modèle valorisant pour que ces gens-là sortent de la haine de soi et de l'autre, parce que de toute façon, toute stratégie de l'attention est mauvaise à terme pour la France tout entière. Je veux dire, il faut sortir des fantasmes. On va pas importer en France les conflits du Moyen-Orient. On va pas faire une guerre civile en France. Vous voyez? Et c'est donc, ça, Alain Soral. Cet conflit de Moyen-Orient, israélo-palestinien surtout, voilà. C'est ça que oui, puis maintenant étendu à l'Irak. C'est qui le ramène ici en Europe? Plutôt de quel côté? Parce que c'est ça le plus important. C'est-à-dire, ce sont quelles parties de deux clans, de deux camps, qui ramènent ce problème ici en Europe, surtout en France? C'est laquelle qui l'évoque plus que l'autre? De toute façon, c'est ceux qui ont les moyens d'en parler. Je veux dire, ce qui se passe dans les banlieues, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas des micros toute la journée pour interviewer les gens en bas des immeubles. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les médias, il y a une évolution étrange d'un certain nombre d'intellectuels français juifs qui étaient encore universalistes il n'y a pas très longtemps. J'ai connu Adler, et Alexandre Adler était au Parti communiste. On a dîné encore ensemble il y a une dizaine d'années. Il était sur des positions qui sont celles d'Emmanuel Todd, quoi, de humanisme universaliste. Maintenant, il est sur des positions très militantes, quelles soient les siennes, je veux bien, mais à un moment donné, il parle plus en tant qu'intellectuel français, il parle en tant qu'intellectuel engagé dans la cause sioniste. Et à un moment donné, il faut accepter de porter cette casquette. Je vois Monsieur Finkielkraut, dont j'étais pas très loin, puisque finalement, quand j'ai sorti Jusqu'où va-t-on descendre, il avait sorti à peu près en même temps un livre qui s'appelait L'imparfait du présent. On se retrouvait sur des tas et des tas de thèmes. Je le sais très bien, puisque de nombreux intellectuels juifs m'avaient écrit à l'époque, et des lecteurs en mettant en parallèle nos deux livres. Et puis aujourd'hui, il est sur une critique radicale du métissage. Je veux dire, moi je veux bien qu'on critique radicalement le métissage, mais ça c'était le discours du Front National il y a 20 ans, vous voyez. Donc c'est étrange, ce qui est étrange, c'est ces revirements et la manière dont l'inquiétude par rapport au conflit israélo-palestinien pousse certains intellectuels français d'origine juive à se radicaliser dans un pro-sionisme qui est le leur, mais je veux dire qu'ils ne peuvent plus faire cautionner par des valeurs universalistes et humanistes par l'ensemble de leurs auditeurs. C'est-à-dire qu'ils se marginalisent et ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils se marginalisent parce qu'ils défendent une cause qui est forcément ne peut pas être celle de l'ensemble du peuple français, et ils reprochent au peuple français de ne pas les suivre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que moi, mon problème, c'est la France. Hein, je veux dire, c'est les tensions communautaires qui montent en France, c'est le vivre ensemble français, c'est ces millions de jeunes immigrés issus du regroupement familial qu'on va plus pouvoir
maintenir dans des ghettos sans travail et soit par la séduction du rap, soit par l'injure de l'islamophobie, ça ne marchera plus. C'est ça le problème. Je suis inquiet soucieux de l'avenir de la France, et c'est ça et moi je suis ce que j'appelle un Gaulois, c'est la France de demain. Comment la France est un beau pays, il y a une tradition de vivre ensemble, comment la maintenir malgré les erreurs ou la malveillance des uns et des autres, vous voyez. Ouais, mais Alain Soral, écoutez, ce que vous venez parler de sionisme, alors d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que de l'autre côté également il y a un autre islam qui est islam politique et qui menace certaines pensées républicaines laïques aussi. Bien sûr, mais je l'ai écrit tout ça. Oui. Je l'ai écrit j'ai écrit dans Socrate à Saint-Tropez, qui était un livre entier sur les communautarismes, qui effectivement la liberté de culte en France ne valait que si le culte ne s'intéressait qu'à la spiritualité et que on avait désécularisé la religion pour en faire un problème d'âme. Et c'était valable pour la religion chrétienne. Je dis dès lors qu'on est dans des religions qui sont des religions politiques, c'est-à-dire dont le contenu est politique, effectivement, la liberté de culte est tout à fait valable, mais pose un autre problème que par exemple que pour le bouddhisme ou le christianisme, parce que d'un seul coup, on dit vous avez le droit de penser ce que vous voulez puisque c'est de la religion, mais puisque cette religion est politique, elle revient dans le politique. Et après je disais, est-ce que la religion politique musulmane est compatible avec la République? C'est une négociation, c'est-à-dire que c'est une oui ou non. C'est oui et non, bien sûr, c'est oui et non, en partie non, bien sûr, mais c'est une négociation. Et je disais la même chose aussi pour certaines valeurs de la religion juive, dans la mesure où elle est en partie un nationalisme. Et je disais, est-ce que c'est strictement une confession? La preuve que non. Aujourd'hui, quand j'entends parler des Juifs de France, on n'est plus à des Français d'origine juive ou des Français de confession juive. On parle de Juifs de France. Et à un moment donné, le politique se mêle au religieux, et on peut plus rester sur ce sont des Français. Puis par ailleurs, il y a la liberté de culte. On pense ce qu'on veut. Là, on n'est plus dans des problèmes d'âme. On en est dans des problèmes où le politique intervient très fort, et il faut comprendre que en fait nous sommes nous catholiques notre religion a été depuis 1789, puis la séparation de l'Église et de l'État, ce lent processus historique qui a pris 2 siècles, notre religion a été vidée de toute substance politique, elle ne s'intéresse plus qu'à l'âme, à l'amour, etc. C'est le rôle de Jean-Paul II, quoi. Mais ce n'est pas le cas ni pour l'islam, ni pour la religion juive. C'est une évidence. Et à un moment donné, si on le dit pour l'un, on doit le dire pour l'autre. Sinon, moi, je suis pas un intellectuel malhonnête. Alors évidemment, si les musulmans me menacent de mort, si je dis que la charia n'est pas strictement soluble dans la République, je suis inquiet. Et si, quand je dis la religion juive a une dimension politique qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui à travers le soutien à Israël. Donc c'est pas strictement la liberté de culte n'est pas strictement la réponse au problème actuel de certains engagements de Français de confession juive, d'origine juive ou qui se disent juifs de France sur le sujet. Si je suis menacé de mort aussi, je m'inquiète. Ce que je vois pour l'instant, c'est que j'ai réussi à établir le dialogue avec les Arabes et les musulmans. J'ai réussi à établir le dialogue avec les Maghrébins de banlieue laïque. J'ai réussi à établir le dialogue avec les gens de mon camp qui sont les communistes un peu déboussolés parce que les choses bougent très vite et qu'on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle. J'ai même réussi à établir le dialogue avec les nationalistes, et je n'arrive pas à établir le dialogue avec les élites communautaires juives, et c'est ce que j'essaye de faire depuis longtemps, et je n'y parviens pas. Voilà. Donc je continue à dire, parlez-moi, je suis à la limite le thermomètre de la conscience gauloise. Casser le thermomètre ne changera rien à la fièvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ne fera pas baisser la fièvre. Voilà mon message. Alors pourquoi Alain Soral, préparez la réponse s'il vous plaît. Pourquoi, pour une petite pause musicale, pourquoi vous n'arrivez pas? C'est une question. Et de l'autre côté, toutes les questions ou interventions sont bienvenues avec Alain Soral. Vous écoutez Radio ici maintenant sur 95.2 FM, bien sûr au 08 92 23 95 20. Vos questions et vos interventions sont bienvenues. Restez avec nous. Et mon invité d'aujourd'hui, Alain Soral. Alain Soral est avec nous. Oui, je suis toujours avec vous. Oui, vous êtes toujours avec moi. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, bien sûr. Si vous permettez, je veux commencer à prendre quelques appels en direct, n'est-ce pas, Alain? Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, Alain. Bonjour. On s'est rencontrés 2 fois. Ah bon? Ouais, je t'ai serré la main, la nuit où t'as failli te faire lyncher, là. Et si tu te souviens, j'avais un casque de Walkman, tu croyais que je t'écoutais? Ah oui, d'accord, oui. Ok, et c'est là où j'ai perçu quand même
ta méfiance. Et j'ai l'impression que toi et Dieudonné, bon, vous étiez ensemble, hein, vous êtes devenus méfiants et très très vigilants, quoi. D'ailleurs, quand on voit le système de protection de Dieudonné, on se dit bon, c'est plus le même Dieudonné, quoi. Il doit être... Bah malheureusement, j'y suis pour rien. Moi, j'aimerais bien pouvoir me balader dans les rues de Paris et discuter avec tout le monde, ce que j'ai toujours fait. Je suis un provocateur de débat, pas un provocateur de violence. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas moi qui choisis d'aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous voulez Et notamment, je voulais souligner, bon, alors toi, t'étais à l'intérieur de la cour, donc t'étais interviewé par la police, pas par la police, mais bon, tu faisais ton truc. Mais à l'extérieur, il y avait des débats, et c'était consternant de constater, bon, justement, des jeunes complètement acquis à la politique israélienne qui disaient oui, mais c'est fasciste ce qu'il a dit aussi. Alors j'ai vu moi. L'émission de radio sur laquelle tu as été en cause, c'est vrai, tu as dit une grosse connerie. Alors la grosse connerie, pour moi, c'est de dire les juifs sont persécutés depuis 2500 ans, ils devraient se remettre en question pourquoi on les persécute. Alors, dans cette connerie-là, il faut dire, déjà, les juifs, c'est les mettre tous ensemble. Alors, les peuples juifs, on a tendance à sous-estimer l'importance de la conversion. Justement de certaines familles, de certains villages au judaïsme depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et comment dirais-je, même justement comme David Abbassi, lui c'est quelqu'un qui est très critique envers l'islam. On disait l'autre jour, même que quand par exemple le prophète Mohammed disait je suis en guerre avec des tribus juives d'à côté, c'était des tribus juives fraîchement converties. Donc le peuple juif s'est formé au Yémen, en Arabie Saoudite et en Éthiopie. Et là où vraiment il s'est créé, apparemment ce sera en Ouganda. Ouganda, où les Hébreux, donc un peuple issu d'origine cosmopolite, ce serait fabriqué en Ouganda et après on les retrouve effectivement peut-être en Israël et tout. Mais c'est clair que quand on regarde l'histoire palestinienne depuis la nuit des temps, ça a toujours été le centre du monde connu. Je dirais le centre entre l'Afrique, l'Europe et puis l'Orient et l'Asie en fait, hein. Ah oui, mais c'était pas le sujet, c'était pas de faire une espèce d'exégèse historique. Ouais. C'était de dire à un moment donné, quand une hostilité monte et qu'on est une minorité face à une majorité, on peut pas faire uniquement que insulter la majorité en disant vous êtes antisémite, vous êtes antisémite. À un moment donné, il faut dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des Français, quel est ce désarroi, pourquoi il y a un climat malsain qui monte. Et je pense qu'en plus les Français sont vraiment des gens qui sont pas un peuple violent. Ce qu'ils voudraient, c'est un dialogue intelligent calmerait beaucoup les choses. Or visiblement, c'est pas le cas aujourd'hui. On passe beaucoup de temps est passé à fustiger en fait l'antisémitisme français. Moi je suis pas du tout un antisémite, mais quand on me traite d'antisémite toute la journée, à la limite à la fin je m'énerve, c'est-à-dire que je dis arrêtez. En plus, parce que le problème, je vais finir ma phrase, le problème il est là, c'est que chaque fois que vous prenez une position qui est pas strictement alignée sur, on va dire sur la position sioniste, puis même c'est même pas que le sujet, parce qu'à limite le sionisme, je m'en fous, moi je parle de la France, systématiquement on vous dit vous êtes antisémite, vous avez dit ça, vous êtes antisémite, vous avez dit ça. On se fait on est tout le temps sous la menace de la critique antisémite, comme quand Besancenot avait pleuré devant Monsieur Kuckerman, quand on voit Monsieur Besancenot dans la LCR. Je veux dire, moi je viens du Parti communiste. Si vous regardez mes livres, Sociologie du dragueur est dédié à mon maître en sociologie qui s'appelle Lucien Goldman. C'est un juif roumain, grand spécialiste de Racine et de Pascal. Mon bouquin Vers la féminisation est dédié à Georg Lukács. Georg Lukács, grand philosophe marxiste hongrois. C'est pour ça que moi je n'ai pas ce genre de problème. Je suis marxiste, donc Marx, on sait qui c'est. Dans Socrate à Saint-Tropez, il y a un long texte qui s'appelle Éloge du génie juif. Je ne suis pas on essaye à un moment donné de me faire passer pour un nazi débile, un intellectuel qui vient de la gauche marxiste. Donc à un moment donné, c'est pour ça que ce dérapage s'explique, parce que jamais, je dirais, un antisémite sérieux, historique, aurait dérapé comme moi, mais moi je me suis permis, parce que si on a le droit de parler de tout, il est évident que les gens connaissent ma culture et mon intelligence pour ne pas me prendre pour un espèce d'antisémite vulgaire. Donc en vrai, je vais dire, écoutez les gars, si à un moment donné vous avez vraiment des problèmes avec l'autre, posez-vous des questions sur vous-même, vous pouvez pas toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, et c'était une mise en garde et un message d'inquiétude sur la situation actuelle, et en sachant qu'il y a une histoire récurrente effectivement d'alternance de réussite juive et de périodes plus troubles et plus difficiles pour eux, et que cette histoire existe et qu'il faudrait éviter qu'elle se répète. Voilà, c'était mon idée, c'était la conversation à bâton rompu que j'avais avec ces journalistes qui faisaient semblant de s'intéresser à ce que je racontais, mais j'ai bien compris en fait, qui en fait ne cherchaient qu'à me piéger.
bizarrement, parce que je pense que des gens veulent me sortir du jeu médiatique, et qu'avec un dérapage comme ça, ce qui est d'ailleurs étrange, d'ailleurs que finalement j'ai dit des choses qui n'étaient absolument pas violentes. En fait, je disais pas je souhaite que, je disais c'était un message d'inquiétude, d'agacement et d'inquiétude, où je m'adressais quelque part, je disais vous à un juif imaginaire, parce que le journaliste ne l'était pas. Je ne me disais pas haha bientôt il va se passer ça, tant mieux. Je disais faisons attention, faites attention, les tensions montent, la stratégie de défense et de communication est mauvaise, elle ne fait qu'attiser les choses. Je vais revenir sur l'affaire Dieudonné. Au départ, Dieudonné fait un sketch assez mauvais sur la politique de colonisation israélienne. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il est boycotté partout, il a des ennuis partout, disproportionnés. Résultat des courses, on l'empêche de jouer son spectacle. Quel était son spectacle? Son spectacle, c'était le divorce de Patrick. C'était un spectacle sur les rapports hommes-femmes. Résultat des courses, il se vexe, il s'agace et il fait maintenant un spectacle qui s'appelle Mes excuses, où il dénonce une trop grande puissance d'une certaine communauté. Tout ça ne serait pas arrivé s'il avait été traité, on va dire, décemment, parce que c'est tout, c'est la disproportion de l'attaque qui a produit son agacement. On peut dire la même chose sur le film de Mel Gibson, qui a fait le plus grand succès de l'histoire du cinéma en nombre d'entrées depuis Titanic, avec 2 planches et 3 clous, alors que vraiment c'était un film en araméen que très peu de gens auraient vu et qui est conforme aux écritures et dont tout le monde se fout. Je veux dire que moi, je montre du doigt les erreurs stratégiques commises par les élites juives actuelles, et j'ai envie de dire à la limite aux Français d'origine juive, je sais pas comment il faut les appeler, à la limite appelez-moi, je vais m'occuper de votre communication parce que c'est catastrophique. Non. Et si je peux. C'est-à-dire tu donnes des conseils, voilà là. Je leur dis changez de communicant, engagez-moi, je peux faire beaucoup mieux parce que c'est que du contre-productif et du négatif ce qui se passe en ce moment, vous voyez. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'origine juive, il y a une obédience. C'est-à-dire oui, mais ça c'est des débats dont je me fous. Une conversion, mais il y a pas entre les Khazars 11 millions qui sont convertis. Moi je parle de la France. Après Jésus-Christ. Arrêtons de faire de l'histoire à la petite semaine. Je parle de la situation française et des tensions intercommunautaires qui montent en France. Exactement. Et c'est tout. Là où je te rejoins, qui est juif, qui ne l'est pas, si c'est par le sang de la mère, du père, si moi je le sais. Ça n'existe pas, ça. C'est du pipeau. Mais en tant qu'internationaliste, moi personnellement, je dis il n'y a pas d'exception juive. Alors à partir du moment où on respecte les lois de la République, basta. Tout ce qui se passe spirituellement, c'est entre la personne et Dieu. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'une exacerbation du communautarisme peut entraîner un repli identitaire des Gaulois vers un nationalisme, puisque tout le monde va s'autoprotéger dans un communautarisme protecteur, douillet et tout, même un communautarisme des fois qui peut être dirigé contre les autres. Un truc de milice. Hein? Après, ça devient des milices rivales. Des milices, je sais pas. Mais en tout cas, le français de base, blanc, moyen, qui voit qu'aujourd'hui, pour réussir dans certaines activités, il faut faire partie de telle ou telle communauté, qu'elle soit gay, musulmane ou juive, ben, il se dit finalement, alors le seul recours, c'est la protection nationale, c'est-à-dire le nationalisme. Et c'est là où moi, ce qui me fait peur, c'est que les communautarismes, et l'histoire nous l'a montré, peut engendrer un repli nationaliste exacerbé. Oui, et c'est là où moi je suis contre le communautarisme. Alors qu'il y ait des communautés effectivement, mais un communautarisme exacerbé, je dis non. Il ne s'agit même pas d'être contre, parce qu'on peut pas être contre, on peut être contre rien. Mais par contre, il s'agit de gérer intelligemment une espèce de mutation inéluctable de la société française, due à sa évolution organique, notamment liée au regroupement familial, puis aux conflits proches et moyen-orientaux. Il faut simplement que chaque leader des communautés, si tant est qu'il y en ait, parce qu'à mon avis, il y a des leaders rivaux, moi je ne crois pas qu'il y ait une communauté juive, déjà c'est un fantasme, il y en a plusieurs, hein, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une espèce de prise de conscience qu'une communication qui a marché pendant des années, on va dire depuis l'après-guerre jusqu'à il y a une dizaine d'années, ne marche plus, et que quand un médicament ne marche plus, augmenter les doses fait que ça marche encore moins. Bah oui. Or aujourd'hui, laissez-moi parler, il y a une espèce de stratégie, un blocage de certaines élites juives qui consiste à dire, bon, les gens n'obéissent plus, on va leur remontrer obligatoirement le film de Shoah de Claude Lanzmann. Et ben ça, c'est une mauvaise stratégie, ça ne marche plus. Je veux dire, il faut arrêter de jouer cette carte-là. Il y a d'autres cartes à jouer, et je crois en plus que la France est un pays de paix. Il n'y a pas de désir très violent. Il y a juste un désir de libérer la parole un peu. Il y a un agacement de voir que l'antisémitisme est devenu une espèce de menace, comment dire, de l'abus de critique. Vous voyez, c'est devenu une menace pour faire taire quiconque voudrait ouvrir
on le voit notamment avec l'histoire d'Arthur et Coé, où à un moment donné, sur une espèce de rivalité d'audience sur une chaîne, on en arrive à ce que Arthur traite Coé d'antisémite pour essayer de le mettre sur la touche. C'est n'importe quoi, ouais. À la limite, c'est faire injure à ce qui s'est passé. C'est très dangereux de se servir d'une souffrance et d'une histoire tragique pour des mauvaises causes, parce que ça banalise, ça la rend suspecte. C'est forcément très mauvais à terme. Voilà ce que j'ai à dire. Paul, qu'est-ce que t'en penses, Paul, de tout ça? Écoutez, moi, j'écoute Alain Soral. Alors, j'ai pas du tout j'avais pas de grande rupture avec Alain Soral sur ce qu'il disait. Puis plus je l'écoute, en fait, plus je me pose des questions sur sa stratégie, puisque je pense qu'il a aussi une stratégie. Moi, en l'écoutant, apparemment, ça serait que des problèmes de communication et de libération de parole. J'ai l'impression d'écouter un marxiste à la sauce Habermas. C'est vrai que bon, et Habermas est même peut-être quelquefois une sorte de stalinien des années 30, nostalgique d'un espèce de nationalisme un peu hybride, consommons français avec les bons français. Bon, moi je suis pas français, je le précise. Hein. Alors c'est vrai que quand je l'écoute entre la listmate et la diamate, j'ai l'impression qu'il a pas bien compris son cours de dialectique, parce que pour moi l'histoire montre que les nations sont des choses transitoires, qui ne sont là que pour à des moments bien précis. C'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, je crois que la nation va de toute façon disparaître et nous avec. Oui, mais enfin là, on sera encore là la semaine prochaine. Oui, cela dit, je crois qu'il faut essayer de se projeter. Je crois que à partir du moment où en tout cas, enfin, je te permets de te tutoyer, à partir du moment où, si tu veux, tu parles en marxiste, et je dirais que tu fais appel à la matérialisme historique et à la dialectique marxiste, à vrai dire, et tu te revendiques de Lukács ou de gens très très sympathiques comme Goldman. Je dirais qu'à un moment, il faut dialectiser les rapports, il faut aussi dialectiser la société et le propos. Moi, je crois pas qu'il y ait... Mais là, comme tous les abuseurs de dialectique, t'as répété 3 fois le mot dialectique, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Non, moi, je veux pas... Moi, je sais pas si je suis marxiste, hein, attention. Non, mais dis-moi, moi, je tiens un discours en ce moment qui est simple, c'est dire, il y a des tensions intercommunautaires qui montent en France, et il y a des gens qui les gèrent mal et qui aggravent ces tensions par la manière de les gérer. Moi, voilà. je dis, il y a de la lutte de classe. Comment? Moi, je dis, il y a de la lutte de classe. Oui, mais bon, et alors, bon, on le sait, il y a de la crise économique. La crise économique rajoute encore les tensions, puisque quand on est en plus d'être maghrébin, on est en plus paupérisé en tant que sous-prolétaire, on sait très bien que tout ça s'additionne, et que les tensions communautaires montent toujours sous fond de crise économique. Ouais, mais ça, c'est très simple, c'est évident, j'allais même pas le dire, parce que si aujourd'hui on était en période de plein emploi, sans crise, sans on va dire les délocalisations, et sans l'espèce de comment dirais-je, de néo-capitalisme mondialisé qui vient secouer, en fait, un État-nation français qui vivait confortablement sur les acquis du CNR et des 30 Glorieuses, il est évident que tout ça ne serait pas aussi brûlant. Mais je suis désolé, moi tout ça c'est un préalable à la discussion. Tu vois. Oui, mais cela dit, et je suis d'accord avec toi dans ce que je dis. En quoi la lutte des classes vient-elle interférer dans l'importation de conflits israélo-palestiniens en France? Non, je dirais simplement, si tu veux, que effectivement, t'as raison de critiquer les luttes parcellaires. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se dégager de ce type de critique qui, à mon avis, paraissent secondaires, comme tu l'utilises assez souvent. T'as pu le faire sur l'homosexualité ou... Oui, j'ai montré que les gays n'étaient pas une catégorie ontologique, mais une catégorie socio-économique, oui. Non, c'est moi qui ai fait le travail, oui. Je reprends ton argumentaire, c'est-à-dire, je dis simplement, tu dis à chaque fois qu'effectivement c'est des problèmes secondaires, bah, je te dirais, c'est des problèmes secondaires, je dirais que le vrai problème, c'est le problème de lutte de classe, et qu'est-ce qui se passe dans les boîtes? Comment les gens bossent? Est-ce qu'ils se font exploiter ou pas? Est-ce que le problème de... Bon, mais excuse-moi, mais moi quand je me fais agresser par 30 nervis de la Ligue de Défense Juive, quel rapport avec... J'ai rebondi ça quand même sur le fait que j'ai essayé de discuter sur des sujets qui sont le communautarisme, et à un moment donné je suis arrivé face à un mur d'incompréhension quand j'ai parlé du communautarisme juif. C'était ça le sujet. Le reste, comment les gens bossent en entreprise, c'est très très important, mais c'est pas tout à fait le sujet qui m'amène à cette émission de radio. Ah d'accord, peut-être que je me suis gouré d'émission, effectivement. Alors, non, moi je dirais simplement, je conclurai puis je vous laisserai tranquille, qu'effectivement, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles il faut discuter, mais je crois qu'il faut ramener le débat à la lutte de classe, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui s'oppose sous couvert, je dirais, d'identité ou d'espèce d'étiquette comme ça, juif, pas juif, catholique, pas catholique, parce que bon. Et puis je dirais tout simplement qu'à un moment donné, je t'ai trouvé un peu naïf, c'est-à-dire que tu vas à la télé, tu sais pas apparemment à quoi tu t'exposes. J'ai l'impression quand même que tu débarques dans la télé, et je pense pas que tu débarques. Non, je suis pas naïf. J'ai décidé de tenir un discours de sincérité qui fait ma réputation, tu vois. C'est-à-dire que effectivement, j'ai pas de langue de bois. Et à un moment donné, je me suis dit, devrait avoir le droit de dire ça à la télé, puisqu'à un moment donné, c'est ça qui fait problème. Alors évidemment, j'aurais voulu pouvoir le dire mieux,
mais c'est pas moi, comme tu devrais savoir, en bon léniniste, c'est pas moi. Moi, je tiens le couteau par la lame, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est facile de dire, vous qui connaissez si bien les médias, effectivement, je les connais sans doute beaucoup mieux que toi, tu vois. Mais à un moment donné, tu es quand même à 1 contre 10 000, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis quand même qu'un intellectuel qui n'a que sa tête sur ses épaules, effectivement, un peu de culture et de dialectique, mais je suis face à des comment dirais-je, à des géants, tu vois, des géants. Faut pas y aller. Bah, faut pas, alors les bonnes. Si vendent des livres, c'est vrai qu'il faut y aller, mais bon. Ah bon, bah alors, s'il faut pas y aller, pourquoi tu appelles à la radio? S'il reste chez toi, il raccroche aussi. Je suis pas à la télé. Mais moi non plus, je suis pas à la télé, mais je fais mon boulot d'intellectuel, j'écris des livres. Non, mais bon, moi, je dirais, je ferais un peu la même critique que t'aurais faite d'Isabelle Alonso. Je me demande à quel moment tu vas être récupéré et que tu vas vendre beaucoup de livres. Enfin, voilà. Enfin, tout ça, c'est de la connerie. Enfin, je sais pas, à quel moment je vais être récupéré. Paul, c'est pas gentil, de toute façon, vous devez savoir à quel moment je vais être récupéré. Bah, sans doute après ma mort, là, visiblement. Non, on va te protéger, t'inquiète. Comment? On va te protéger. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger Alain Soral, à ton avis? Comment on peut protéger Alain Soral? Ouais. Eh ben, déjà en lui donnant le respect, et puis en disant que si on touche à Alain Soral, eh ben on touche aux autres, c'est tout. On rend, c'est tout. C'est comment ça s'appelle la loi, c'est la loi du talion. Voilà. Ouais, mais justement, c'est pas la mienne, c'est ça. Non, bah évidemment, mais je dis ça. Mais non, on protège nos intellectuels. Je suis républicain et chrétien. Tu vas pas te réfugier en Syrie parce que t'as dit des choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te réfugier en Syrie. Bon, maintenant je voulais juste dire une dernière chose. Ouais. Oui. Alors j'étais dehors, donc j'écoutais, donc après ton agression, hein, et j'entendais une espèce de rouquine, journaliste à Libération, qui disait texto: ah oui, Alain Soral, dès que on l'a attaqué, il s'est sauvé, il a laissé les gens se faire fracasser. Comme si tu pouvais intervenir tout seul. Bien sûr. Non, mais je pense que ces gens-là auraient voulu que je me laisse tuer, c'est tout. Ouais. Et deuxièmement, elle dit, et j'ai dit, mais combien ils étaient-ils à agresser? Et Lana me dit, alors cette espèce de rouquine intellectuelle à 2 balles, elle me dit, selon les agresseurs, tu vois, ils étaient 30, mais bon, tout. Alors que je voyais quand même dans la rue des gens avec un stylo en train de dédicacer un livre, assis à une table, il y avait 35 personnes qui arrivaient avec des matraques, des marteaux. Et des casques. Et des casques et des battes de baseball. Et effectivement, face à ces 35 personnes, je me suis sauvé. Quelle lâcheté morale. C'est que je suis vraiment un lâche, bien sûr. Alors que j'aurais dû lever les bras en croix et me faire assassiner, bien sûr. Et là, je pense que les journalistes de Libération, avec qui je suis en procès depuis des années, effectivement, auraient été très contents d'admirer mon courage, parce qu'aujourd'hui, je serais au cimetière, évidemment. Alors, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est quand elle a dit, selon les victimes, les agresseurs étaient 30. Alors, selon les victimes, ça veut dire quoi, alors, que selon les victimes, d'où qu'elles viennent, je veux dire, son témoignage est douteux selon la victime, mais c'est n'importe quoi. Et tiens, monsieur Abbassi, j'ai rencontré votre ami Mohamed Latrèche, là, justement, qui était venu aussi soutenir Soral. J'étais pas au courant, non, tu l'as pas vu, ouais. J'ai découvert sa présence en lisant Proche-Orient Info. Je sais pas. Ouais. Parce que moi, malheureusement, j'avais convié les gens à cette signature par voie d'internet. Et d'ailleurs, pas en faisant beaucoup, parce que c'était une toute petite AlainSoral.net, c'est ça ton site internet? Ouais, donc voilà. C'était une toute petite librairie. Donc, quand je suis arrivé à la librairie, il y avait 20 personnes, hein, et c'était des gens qui étaient venus, moi, quand j'étais en train de dédicacer le livre, et c'est vrai que, bon, je m'attendais pas à ça, je m'attendais effectivement à ce que des gens viennent me dire qu'ils n'avaient pas aimé ce que j'avais dit, et le thème de la signature, c'était comprendre l'autre, c'est important, vous voyez. Donc j'espérais rétablir un dialogue après un dérapage. Comme l'a dit le garçon tout à l'heure qui a voulu me donner des leçons de marxisme, de dialectique, je sais pas quoi, enfin un petit con de campus comme j'en ai rencontré tellement. Mais tu es toujours marxiste ou non, Alain? Parce que tu donnes beaucoup de références. Mais bien sûr, je suis marxiste. Le marxisme, comme j'ai essayé de l'expliquer à tout le monde, est un outil de travail. Je veux dire, c'est pas que je suis un apologète du socialisme soviétique. Je pense que le marxisme est un très bon outil de travail pour analyser les choses. Donc je suis marxiste en ce sens-là. Professionnellement. Je suis marxiste parce que c'est un outil de réflexion et d'analyse intéressant. Je suis chrétien parce que c'est mes valeurs. Je suis universaliste et humaniste parce que j'ai été élevé dans cette tradition. Mais tu es chrétien en même temps juif aussi, hein? Arrête, si, t'es juif, oh là là. C'est bizarre que tout le monde est juif, on va tous faire notre alaya. Non, parce que, puisque judaïsme, c'est la suite christianisme, c'est la suite de judaïsme, voilà. Je suis un helléno-chrétien, voilà. Mes deux tutelles sont Socrate et Jésus, voilà. Hein. Voilà. Alors, trois religions fabriquées à base d'un pipeau historique, bon voilà, c'est ça les trois monothéistes. C'est pas le sujet. On va pas discuter de la réalité poétique des textes homériques. La Bible, pour moi, est aussi un texte poétique, métaphorique et qui fait sens. Un bon roman. C'est comme Jésus, on
on sait pas s'il existait, mais on sait ce qu'il a dit. Je veux dire, l'important, c'est le message. Et pourquoi le message perdure dans l'histoire, vous voyez. L'historiographie précise de toutes ces choses-là n'a aucun intérêt, hein. L'intérêt, c'est pourquoi des messages comme ça perdurent, pourquoi ils font sens et pourquoi ils servent de base à des idéologies, à des visions du monde, pourquoi ils tiennent ensemble des groupes humains, etc. Le reste de dire, oui, mais ça a même pas existé, c'est stupide. Ça existe puisque ça est. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a toujours, dans de dire, même, je vais aller plus loin, de dire que le sionisme n'a pas de sens, ça n'a pas de sens puisque Israël existe. Je veux dire, et il n'est pas Bien question sûr. que, vous voyez, une chose qui existe, on va dire, voilà, quoi, c'est... Alors, Alan Soral, nous avons Janine aussi avec Ok, nous. je peux dire au revoir? Oui, je te dis au revoir. Je dis au revoir, bonne merci. continuation, Au revoir. on se reverra de toute façon. Oui, et bah moi puis, je crois que les vive, gens la à peu liberté près partout, d'expression. je discute avec eux toujours très avec beaucoup d'ouverture d'esprit, avec tout le monde. Et ce que j'espère simplement, bon bah c'est pouvoir continuer à le faire, quoi. Hein. Ok, bah bonne continuation Alain Soral. Hein. Merci. Salut et puis voilà quoi. Salut, au revoir. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Nous sommes avec Alan Soral. Depuis le début de l'émission, je trouve que tout ça représente très bien ce que disait Jean-Paul Sartre, c'est que l'antisémitisme est le socialisme des imbéciles. Et je pense que Roger Kuckerman avait bien raison quand il disait en ce moment l'alliance des rouges, des verts et des bruns se fait sur le dos des juifs. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, c'est pas la peine de ressortir les origines juives d'Alain Soral dont personne n'a grand-chose à fiche parce que Torquemada était un juif converti et Jirinovski est d'origine juive aussi, ça n'empêche pas d'être vraiment un salopard. Et quand quelqu'un comme Alain Soral dit les juifs doivent se demander pourquoi tout le monde les déteste, et ça, est-ce que ça veut dire que tout le monde, que tous ceux qui pensent que les juifs égorgent les petits-enfants pour mettre leur sang dans le pain ont raison? Est-ce que ça veut dire depuis l'Antiquité, les juifs se sont fait persécuter, et donc à cause de leur méchanceté, c'est ça, et pas à cause de la bêtise et de la haine environnante? Bon, quand il n'y a on pas lit de des bêtise conneries et de haine dans vos propos, je pense que vous l'avez très bien entendu. C'est même pas la peine de discuter avec les gens, et je pense que la Ligue de défense juive a fait une énorme boulette en allant agresser Alain Soral parce qu'il lui a fait une publicité, donc vraiment, très bien passé, je vous dirais franchement. Que vraiment il ne méritait pas. Et puis c'est très bien que M. Latrèche et M. Soral soient amis, c'est tout non, à fait. je ne suis pas ami, je ne sais même pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi, madame, vous faites... personnalité. Pourquoi vous faites de la désinformation systématique? C'est le site Proche-Orient Info qui a relaté que M. Latrèche aurait été à cette librairie. Personnellement, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de le voir, puisque ça, à 7h10, tout était déjà fini, alors que je suis arrivé à 7h. Ouais. Et ce que je remarque, madame, c'est que dans vos propos, il y a beaucoup de haine et de refus de dialogue, et j'en suis désolé, parce que c'est pas, visiblement, vous n'avez pas entendu ce que j'essaye de dire depuis là au moins une demi-heure, et c'est embêtant, cette fermeture d'esprit, quoi. Ouais, j'en suis très ennuyé, voilà. Alan, je veux profiter de cette intervention concernant Mohamed Nasser Al-Atrache, qui était mon invité plusieurs fois sur le 95 de FM. Mais malheureusement, tu sais, Alan, depuis le mois d'août, plusieurs fois, il m'a promis lui-même d'être mon invité concernant surtout les otages français en Irak. Et chaque fois, il était absent à notre rendez-vous. Tu sais, Alain Soral, malheureusement, les gens qui pensent et qui agissent au nom de n'importe quelle croyance, surtout moi j'avais toujours dit, l'islam, tu sais, dans le Coran même, il encourage les gens de mentir. Quand on dit l'islam, et moi je dis l'islam politique, tu sais, l'islam politique, il encourage les gens de mentir. De toute façon, nous sommes avec Alain Soral et nous avons Hassan avec nous. Hassan, bonjour. Allô, bonjour. Voilà, je voulais intervenir. Donc, si je pouvais faire une petite parenthèse pour introduire le sujet. Donc, j'écoute votre radio depuis plusieurs semaines. Et je trouve que vous-même, d'ailleurs, en tant que présentateur, si vous me permettez de dire ça, moi, je trouve que vous avez des propos un peu islamophobes, souvent. Et j'ai écouté les émissions sur le prophète, et d'ailleurs, vous... Alors, notre invité, c'est Alain Soral. Hassan, première chose. Deuxième chose, je vous ai toujours dit, apprenez ça, n'accusez pas les gens, vous ne devez jamais dire vous êtes. Nous avons des visions critiques.
envers peut-être des croyances politiques, l'islam politique, vision politique critique concernant ça, c'est différent avec le mot que vous venez de dire et des accusations que vous donnez gratuitement. Toujours quand on parle, quand je dis quelque chose, je vous donne des éléments du Coran même. Et autre chose que vous ne devez pas oublier, j'ai dit au départ de notre émission d'aujourd'hui, certaines lois islamiques qui est noté noir et blanc dans le Coran, est interdit en France. Pourquoi? Parce que la France est un pays laïque. Concernant la décision d'État français sur le sujet de M. Bouziani, vous avez entendu aujourd'hui, il était expulsé, il va être expulsé de la France. Et les propos qu'il avait tenus en tenant compte du Coran même, c'est-à-dire de versets du Coran, c'est interdit en France. Alors certaines charia, le règlement, le loi islamique qui est écrit noir et blanc dans le Coran, c'est interdit en France, vous devez noter ça. Et deuxièmement, quand on a une vision critique envers ces lois, envers ces propos, ça c'est autre chose. Jamais vous n'avez pas le droit d'accuser les gens. Vous accusez. Quand vous dites vous êtes, non, nous avons des visions critiques, en plus en votre faveur, Moi, je vais vous laisser, parce que c'est pas tout à fait je suis pas là pour ça, Non, parce que je devais le répondre, Alain. Mais, alors, Hassan, si tu as des choses à dire à monsieur Alain Soral, tu peux parler, mais surtout, quand tu parles avec Alain aussi, c'est dans cette règle que je viens de te... Bien sûr. Voilà, oui. Oui, bien sûr. Et moi, je vous dis toujours, quand vous dites vous êtes, il est, vous dites Alain Soral, toi et tatati, ou lui et tatati. Non, quand vous dites vous êtes, vous accusez les gens, je vous coupe. Vous n'avez pas la parole. Alors Hassan, je vous écoute, allez-y. Monsieur Alain Soral aussi nous écoute. Donc voilà, et donc je voulais en arriver là, parce que c'est vrai que c'est le sujet, la radio parle pas mal de ce sujet-là. Et par contre, je voulais tout d'abord parler de la religion musulmane. Donc on parle souvent d'un islam violent. Ah non, de toute façon, ce n'est pas le sujet avec Alain Soral. Ouais, moi c'est pas ça. Écoutez, on est d'accord tous, c'est-à-dire que on peut interpréter toutes les religions de toutes les manières qu'on veut. Oui. Il est sûr que la différence fondamentale pour moi qu'il y a entre la religion catholique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'elle a été entièrement dépolitisée par on va dire un processus historique qui a commencé en 1789 et qui s'est achevé, on va dire, par la séparation de l'Église et de l'État en 1905, et que cette séparation ne s'est pas faite pour les autres religions monothéistes, y compris pour la religion juive, y compris pour la religion musulmane. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, après, non, mais je voulais dire, moi, permettez-moi juste d'insister sur ça, c'est parce que, en fin de compte, on va quand même en arriver aux violences vers les juifs, dans le sens où les juifs, par exemple, l'extermination des juifs, ce n'est pas les musulmans, ni les États arabes qui en sont responsables à la base. Donc c'est quand même lié tout ça. Donc il faut le savoir. Parce qu'on a l'impression que les gens, en fin de compte, sont un peu perdus et ils voient qu'il y a un problème au Moyen-Orient et pensent qu'il y a comme ça un lien, alors qu'en fin de compte, la violence vers les Juifs, c'est vrai que, alors là, je veux bien appuyer pour rappeler que la plus grande violence qui ait jamais été perpétrée contre les Juifs dans l'époque moderne est perpétrée par l'Allemagne nazie. Et c'est vrai que c'était des Européens qui adhéraient une idéologie raciale et qui était profondément antichrétienne, basée sur une idée de race des seigneurs, etc. Et qu'effectivement, c'est très très loin des gens qui viennent comme moi de l'humanisme et de l'universalisme marxiste. C'est sans doute aussi très loin des gens qui viennent on va dire du monde musulman, quoi. Ça c'est évident. Hein. Voilà, parce que moi, figurez-vous, moi, franchement, d'origine juive, berbère du Maroc, donc d'un peuple qui a été envahi par les Arabes et de nationalité française, je peux vous dire que là-dessus, moi, quand je vois les gens qui font des différences, on n'en est plus là, quoi. Donc c'est vrai, c'est triste d'ailleurs, mais aujourd'hui, il y a des amalgames qui sont faits dans tous les sens. Oui. On confond beurre, maghrébin, franco-maghrébin, musulman, islamiste. Voilà. Et de l'autre côté, on confond. De l'autre côté, on dirait qu'il n'y a plus que des nazis, en gros. Oui. Je pense que ces amalgames sont dangereux. C'est de la communication à court terme, c'est de la communication vulgaire, et à court terme, ça a peut-être marché, mais ça marche de moins en moins. Et à long terme, c'est très très contre-productif à long terme de jouer ces amalgames. Alors je ne sais pas si ces amalgames sont faits comme la dame de tout à l'heure, parce qu'il y a une réelle émotion qui submerge et qui empêche de penser, ou si c'est réellement le refus de penser du dialogue. Et là je me pose des questions, j'espère que c'est l'émotion et que l'émotion passée, ce que j'essaye de dire peut être entendu, quoi.
Mais est-ce que vous croyez pas que justement c'est ces amalgames, c'est-à-dire qui font qu'il y a une montée en fait de l'extrémisme, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure justement. En fait, c'est l'extrémisme qui monte un peu partout dans le monde. Parce que vous parliez de Dieudonné, c'est vrai, mais il y a aussi des humoristes juifs à qui on coupe la parole en Israël. Pour d'autres raisons, il y a Felag en Algérie, il y a Bziz au Maroc. Donc en fait, c'est l'extrémisme mondial. Je pense, oui, l'extrémisme monte en ce moment. Qui est en train de monter, quoi. Ouais, et moi qui essaye qui réussit en fait à pas mal dans mes bouquins justement sur le communautarisme, à essayer de mettre un peu les choses à plat et à créer un dialogue. J'ai réussi à le faire sur le différence entre femmes et féministes, différence entre homosexuels et gays, oui. Différence entre Français d'origine d'Afrique du Nord et islamistes, différence entre Français de confession d'origine juive et militants sionistes, etc. J'ai réussi à peu près à chaque fois à essayer de faire le travail de mise à plat, de calme, etc. Et là, il y a eu un clash. Et j'ai l'impression, de toute façon, je vais pas ni pleurer, ni m'excuser, mais malheureusement, je suis tombé pour une fois, je suis tombé dans un piège. Je pense que Tu veux bien sortir de cette piège, Alan, de toute façon. Comment? Tu veux bien sortir de cette piège. C'est ce que tu ne veux pas rester dedans. De toute façon, oui, c'est ma survie qui est en jeu, et à la fois ma survie, on va dire, en tant qu'intellectuel, ouais. Et ma survie un peu physique, parce que je voudrais pouvoir continuer à discuter avec tout le monde. Mais tu peux discuter, voilà. Oui, j'espère. Tu peux discuter, pas de problème. Hein. Mais sinon, effectivement, je peux me retirer écrire des poèmes. Bon, on verra bien, on verra de quoi elle avait... Tu as fait des poèmes aussi? Oui, je suis voilà. Jean-Luc, bonjour. Ouais, bonjour. Oui. J'avais une question aussi. La dernière question de Hassan, Jean-Luc. J'entends assez mal au niveau du son là. Hassan, ton dernière question. Oui, j'avais une question encore pour monsieur Alain Soral. J'en ai peut-être même deux, mais deux petites. Hein. Est-ce que vous pensez pas qu'en critiquant... qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour combattre l'extrémisme au niveau mondial, en fin de compte, mais des choses concrètes? Écoutez, j'ai pas de réponse, je peux pas vous répondre ça comme ça, c'est tellement, ça engage tellement de force, etc. Moi, ce qui m'intéresse, modestement, c'est qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'intellectuel français par rapport à la situation française, pour essayer d'amener pour essayer par le débat de calmer un peu certaines colères qui grondent et qui sont liées souvent à des injustices, à des manipulations, à des incompréhensions aussi. Je suis pas prétentieux au point de vous dire voilà comment je vais sauver la planète, ça n'a pas de sens, vous voyez. Je pense que c'est très très au-dessus de mes moyens. Donc, merci Hassan, bonjour Jean-Luc. Nous sommes avec Alain Soral. Oui, bonjour Alain Soral. Bonjour. Ouais, moi je fais partie des gens qui s'étonnent de ce que des groupuscules tels le Bétard et d'autres qu'ils puissent agir sans problème sur les territoires français. Déjà, c'est une première chose. Sans ça, vous concernant directement la situation, entre guillemets, qui vous a été faite, j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes fait piéger par une bipolarisation de communauté, quoi. Tous ceux, naturellement, qui cherchent, entre guillemets, encore une fois, à importer ce qu'on nous présente comme étant le conflit israélo-palestinien en France, cherchent à réduire naturellement les pensées au plus court. Hein, oui. Ils ont joué pendant longtemps, ils ont essayé de travailler le sujet pendant 10 ou 20 ans concernant la confusion qu'il y aurait à faire entre antisémitisme et antisionisme. Depuis quelques temps, ça fait 2-3 ans, certains intellectuels se sont lâchés et ont trouvé la charnière en disant que finalement, si on était hostile à Israël et à sa politique, on était hostile à la capacité que devraient avoir les Juifs à se défendre. Partant de ces principes-là, on est antisémite. Donc la boucle a été bouclée, et il y a quelques intellectuels, clairement identifiés, on va dire, qui ont pris ce cheval de bataille-là, et qui développent l'idée à loisir, quoi. Et le problème, c'est que malheureusement, on n'entend quasiment que eux. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors... J'ai essayé quand même de continuer à dialoguer, et je suis arrivé à un point de marginalisation extrême. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas de dialogue avec eux, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Parce qu'en fait, le moment où j'avais instauré le dialogue, c'est avec mon bouquin qui s'appelle Socrate à Saint-Tropez, qui était en fait un dialogue subliminal, mais que je pense qu'il a parfaitement identifié avec Finkielkraut. Oui, tout à fait. Hein, et le livre est de haute tenue, respectable, et d'ailleurs jamais aucun de mes livres n'a été attaqué devant les tribunaux. Et bizarrement, on m'a répondu par le silence. Et puis depuis, on n'a fait que me harceler, m'insulter, me diffamer, m'omertatiser, pour me pousser à la faute. Et moi, ce que je dis, c'est que quand on me tend la main, je la prends. Quand on me traite comme un chien,
à force, je finis par aboyer, vous voyez. En fait, il faut comprendre le lent processus qui m'a amené à ce dérapage l'autre jour à la télévision. C'est des années et des années de coups bas. J'ai écrit Socrate à Saint-Tropez, qui était un très bon livre, et puis à un moment donné, un des rares journalistes qu'on a parlé m'a comparé à Drummond, vous voyez. J'avais jamais lu Drummond, du coup j'ai découvert Drummond à travers Bernanos, et j'ai vu que Bernanos avait écrit un éloge de Drummond, et que cet éloge de Drummond par Bernanos était préfacé par Bernard Franck et Elie Wiesel. Donc j'ai découvert que c'était plus compliqué que ça. Le seul qui a jamais dit que Socrate à Saint-Tropez était un livre intéressant, plein de promesses, c'est Jean-François Kahn dans Marianne, vous voyez. Lui l'a fait, mais un peu isolé. Mais sinon, vous avez vu le sort qui a été réservé à Ronnie Broman. Il est lui-même qualifié d'antisémite. Je sais bien, et pourtant moi j'avais réussi la prouesse de pouvoir faire discuter ensemble William Goldnadel et Ronnie Broman, et de les réconcilier pratiquement. C'était incroyable. J'avais réussi ça sur un plateau de télévision à LCI, de leur permettre de discuter ensemble, vous voyez. Et ouais, mais là il y a à mon avis une énergie dissipée à pure perte, parce que maintenant je crois qu'il serait intellectuellement honnête de reconnaître que le sionisme est de fait un fascisme. Aujourd'hui... Oui, non mais attendez, ça c'est même tellement facile à un moment donné à définir que le problème c'est que vous créez une inquiétude terrible chez des gens qui vivent dans un pays et qui à un moment donné pensent à leurs femmes et leurs enfants et à ne pas... Il y a une terreur de disparaître. Et moi je dis... Sabotage de la politique du pays qui est en place, évidemment, c'est bien le principe du terrorisme. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne suis anti-rien radicalement, c'est obscène. C'est comme, je veux dire, on va pas dire, tiens, on va éradiquer l'État d'Israël, ça n'a pas de sens. C'est comment faire en sorte que des gens qui vivent à cet endroit de la Terre puissent y vivre encore demain, et puis qu'on sorte d'un cycle de violence incroyable. Donc il faut, à un moment donné, il faut être dans le sérieux. Et je crois malheureusement qu'il faut regarder du côté de ce qui s'est passé en Afrique du Sud pour voir la manière dont les choses pourraient évoluer. La seule voie possible, c'est une évolution à la de Klerk, vous voyez. Mais c'est pas du tout le même contexte. Là, il y a un problème quand même d'idéologie religieuse qui est moteur du système. Il y a un processus de conquête territoriale, hégémonique, impérialiste. Ce qu'on découvre quand on s'intéresse à la question, c'est que les gens les plus fanatiquement sionistes inconditionnels sont rarement des Israéliens. Bien sûr. Ceux qui vivent en Israël, qui sont dans le quotidien, dans la réalité quotidienne, sont beaucoup plus raisonnables dans leur approche des choses. Parce qu'effectivement, ce n'est pas pour un fantasme, c'est une réalité. Et ce qui est étrange, c'est que aujourd'hui, l'ultrasionisme est plus la vitrine, le fantasme de juifs bourgeois new-yorkais, de juifs bourgeois français qui feront tous faire leur alia. Hein. Et c'est ce climat qui est très très étrange, évidemment, parce que finalement, les gens les plus raisonnables avec qui on peut discuter aujourd'hui, c'est plutôt les Israéliens, parce qu'eux vivent la situation israélienne. Alors la bourgeoisie aussi, vous le retrouvez ici à l'Ansara. Comment ? Dans les questions d'Israël, vous y trouverez encore votre position sur la bourgeoisie. Oui. Et puis il y a également un aspect des choses, c'est l'hystérisation qui est permanente, quoi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est d'un seul coup de voir des gens qui sont censés être des gens intelligents, ne plus être capables de réfléchir, aboyer. C'est le principe de Lynch, hein. C'est pas dur. Hein. Vous menacez de mort. Enfin, je veux dire, alors que vraiment, ça fait quand même longtemps que j'écris et rien n'est délirant dans ce que j'écris, quoi. Ouais, mais ça c'est la mécanique du principe communautaire qui cherchent, y compris à intégrer ceux qui leur échappent et qui sont déclarés comme étant appartenant à la communauté, quoi. Même si le nombre de juifs qui ont rien à voir avec Israël, ni de près ni de loin, c'est vraiment, c'est bon. Et il y a des victimes, de toute façon, c'est pas une découverte. Vous avez pris des coups, mais c'est vrai qu'en Palestine, ils en prennent tous les jours, ils tuent des gosses aussi. Non, mais c'est même pas que j'ai pris des coups, c'est sans proportion avec ce qui se passe, c'est que simplement, j'ai réussi à être le médiateur, à être un intellectuel français qui ose parler de beaucoup de sujets. Quand les trois quarts de l'intellectuel français ne parlent finalement de plus rien, parce qu'ils savent que les sujets, c'est des risques de marginalisation dans les médias. Donc finalement, à la fin, c'est pour ça qu'il n'y a plus de débat et que les journaux se vendent plus. Parce que tous les sujets, le féminisme, la montée du mouvement gay, la revendication de loi d'exception communautaire à tout va, je parle pas de l'économie aussi, hein, parce que bon, l'économie c'est encore un autre sujet, mais qui est totalement lié. Chaque fois que vous abordez un sujet avec honnêteté et de plein fouet, c'est le risque d'être marginalisé et de sortir des médias. Donc aujourd'hui on a des intellectuels officiels qui ne parlent de rien, et des gens comme moi qui essaient encore de parler des choses, qui sentent bien qu'il y a une demande, mais qui ont un gros problème pour accéder aux médias, parce que bon bah là il y a la réalité du pouvoir, quoi. C'est aussi la télé qui tue, hein.
attention, parce que oui. Moi, c'est la télé qui m'a tué. Oui, non, mais moi, c'est Complément d'enquête qui m'a tué. La Ligue de défense juive, à la limite, ils sont passés à l'action derrière, compte tenu du choc émotionnel qu'ils ont ressenti en voyant ce qu'on avait monté de moi. Vous avez choisi votre média, il fallait aller sur Arte ou sur autre, là où on arrive. Mais d'abord, Arte ne m'invite jamais. Il faut pousser, c'est là qu'il faut pousser pour prendre la parole. Et puis ce dérapage était peut-être nécessaire, il était peut-être nécessaire. Mais vous faites en même temps une partie de votre tort, parce que à chercher à prendre la parole chez des gens comme Vermus, vous allez forcément à la gamelle, quoi. Ouais, mais je vous signale que c'est ça ou rien. Alors, à la limite, des fois, il vaut mieux rien, parce que la qualité du message passe pas nécessairement, il reste une caricature. Moi, là, ce que je revendique, c'est que moi, j'ai des livres qui sont d'une haute tenue, et que en passant dans les médias, les gens savent que j'écris des livres et peuvent lire mes livres. Et le meilleur est dans les livres. Sinon, ça veut dire que j'existe plus et que les gens savent pas que mes livres existent. J'ai plus d'éditeur et je cesse d'exister. Vous renouez avec le prolétariat. Oui, je crois que vous voyez les choses un peu idéalement, comme tous les gens qui sont en dehors du coup. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Et je fais un peu ce que je peux, vous voyez, parce que je veux. Et j'ai quand même qu'une paire de deux dans la main face à des gens qui ont un carré d'as, vous voyez. C'est tout, c'est qu'il faut pas non plus trop surévaluer ma position. Je suis quand même un marginal, un type étrange puisque je viens de la gauche et en plus de la gauche du PCF. Mais en même temps, c'est dangereux parce que moi, je persiste à penser qu'il y a des émissions que vous fréquentez et c'est pas forcément un beau choix. Quand vous allez sur le plateau d'Evelyne Thomas pour passer pour le beauf, c'est emmerdant, quoi. Non, c'est pas emmerdant du tout parce que ce qui compte, c'est le message que je passe. Là, vous faites encore une grosse. Il passe pas le message. Si, il passe très bien. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Les gens, les trois quarts des gens qui ont lu mes livres m'ont découvert chez Evelyne Thomas et je peux vous dire que ils avaient compris le message que je faisais passer sur une certaine manipulation de la femme, l'idéologie de la pétasse, qui était quand même une idéologie réactionnaire, ce que j'appelle l'idéologie du string. En fait, il ne faut pas trop sous-évaluer les gens qui regardent la télévision. Non, c'est pas les gens que je sous-évalue, c'est la proposition qu'il aurait faite. Et moi, je me fous du support. Pourquoi je parle aujourd'hui à cette radio que je connais pas, qui s'appelle Ici et Maintenant, parce qu'on me donne la parole. Mais alors, tu m'as dit que tu connaissais Ici et Maintenant, hein? Oui, enfin, je veux dire, c'est la première fois que j'y passe, que je sache. Hein. Oui, c'est la première fois que moi, je vais partout où on m'invite. Je vais partout où on m'invite. Ce qui compte, c'est la rigueur de mon discours. Les gens qui ne vont que dans les émissions chic, vous voyez, c'est parce qu'en fait, c'est l'emballage qui fait leur qualité, et en fait, c'est parce que c'est pour cacher la vacuité de leur discours. L'idée de dire vous devriez aller que dans les émissions comme Arte, c'est des gens qui ne connaissent pas les médias, parce que de toute façon, Arte ne m'invite pas. Donc, si je n'allais pas chez Evelyne Thomas, j'irais nulle part. Or, c'est parce que je suis allé même chez Mireille Dumas que les gens savent encore que j'écris des livres, c'est tout. Vous êtes présent dans vos bouquins. Le problème, c'est la promotion de vos bouquins. Eh ben voilà, il n'y a que la télé qui fait vendre des livres. Mais non. Je connais les mécanismes des médias, monsieur, bien mieux que vous. Mais bien sûr, mais c'est pas le problème, il faut pas être en guerre avec tout le monde non plus, quoi. Je suis pas en guerre avec tout le monde. Je vous dis que pour qu'on sache que j'écris des bons livres, il faut que j'aille là où on m'invite. Et si c'est Evelyne Thomas, j'y vais. Parce que c'est ça ou rien. Je suis un léniniste d'une certaine manière, vous voyez. Jean-Luc, merci, puisqu'Alain Soral est très sensible à Evelyne. Merci Jean-Luc, salut, au revoir. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour monsieur Bastille, bonjour monsieur Soral et bonjour aux auditeurs. Je vous entends très mal là, faudrait monter le son. Oui. Alors je vous disais bonjour. Du téléphone, j'entends rien. Bonjour monsieur Soral. Oui. Oui, alors moi je vais dire que je vous avais connu en fait par l'intermédiaire d'Ardisson. Oui. C'est à partir de là que j'ai commencé à acheter le le livre ABCDR, etc. J'ai acheté les trois en fait, ABCDR, sinon vous les auriez jamais achetés si j'étais pas passé chez Ardisson. Et Misère du désir, et ils sont excellents. Je conseille vraiment à tous les auditeurs de les acheter. Voilà, c'est la réponse à ce qu'on disait avant. Exactement, pour vous soutenir, c'est comme ça qu'il faut faire. Entendu parler de mes livres. Voilà. Exactement, il faut, si on veut vous soutenir, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut acheter vos livres, et c'est vraiment pas de l'argent foutu en l'air. Non pas que ce que vous dites soit en fait vous dites ce que tout le monde savait, mais vous êtes le seul à l'écrire noir sur blanc. Vous êtes le seul à avoir le courage. Et puis à l'analyser, noir sur blanc en fait. Parce que c'est vrai que tout ce que vous dites, on le savait. Enfin, je pense que les gens normaux l'avaient compris. Mais vous avez le courage de l'écrire. C'est ça en fait que les gens recherchent. C'est des gens courageux qui osent affronter les puissants en réalité et qui osent aller au casse-pipe. C'est un peu le cas. Je pense que vous n'avez pas envie d'être un kamikaze, mais bon, c'est vrai que ça manque quoi. On manque de gens comme ça. Eh ben réfléchissez pourquoi, c'est que ça coûte tellement cher, monsieur. Ah oui, non mais vous savez, j'ai suffisamment de talent pour écrire des romans d'amour. Si je voulais faire le Jean-Pierre Coff de la sociologie, en mettant un peu d'eau dans mon vin et en ayant des coups de colère sur des sujets très très secondaires, je vous garantis que j'aurais du boulot dans les médias. Hein. De toute façon, c'est sûr qu'à partir du moment où vous attaquez les féministes, les gays, etc., qui sont quand même des lobbies très puissants, bon, vous allez vous faire des mots. Il est évident que vous allez. Mais bon, ça, c'est pas grave, quoi. L'essentiel, c'est que vous soyez lu et que votre message passe. Que vous soyez diabolisé, c'est pas le problème. À la limite, c'est même une bonne chose. Et ben là, je crois que justement, le but était de me rendre absolument tricard sur un sujet très très dangereux et que je crois que l'agacement des certains médias
enfin ou gens de pouvoir, c'est que je suis encore un peu trop présent dans les médias, et que là je pense que le piège de l'autre jour c'était quand même pour me rendre définitivement infréquentable. Oui, c'est évident. Mais alors justement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous pensez que désormais vous êtes un écrivain complètement maudit et que désormais il n'y a plus aucun auditeur qui va vouloir... Eh ben écoutez, il s'est passé plutôt l'inverse, je vais vous dire. Parce qu'après mon dérapage sur la 2, que je regrette amèrement, parce qu'il il fait surtout du tort à Alain Soral, j'ose le dire. Celui qui met en danger, c'est d'abord Alain Soral. Et Alain Soral, c'est pas grand-chose, mais il se trouve que c'est moi, c'est toute ma vie. Le lendemain, j'étais invité à Europe 1. 3 jours après, j'étais invité à RMC. Et il y a eu visiblement des mains tendues en disant des gens comme vous, il y en a très peu dans les médias. Il y a une demande et on n'acceptera pas d'obéir à l'espèce de fatwa implicite qui a été lancé contre vous, c'est-à-dire de me rendre ininvitable définitivement. Bizarrement, ça a fait l'effet inverse. Et ça, je dois le dire. Je m'attendais à ce que plus personne ne me prenne jamais au téléphone. Et j'ai eu quelques invitations dans les médias qui, immédiatement après, comme si c'était tu t'es fait piéger, ça devait t'arriver depuis le temps que t'es borderline sur des tas de sujets, depuis le temps que tu prends des risques. Parce qu'il faut comprendre que on tombe moi je marche sur un fil, donc je me casse la gueule, ça devait m'arriver un jour ou l'autre. Bah c'est comme de donner qui tombe dans le piège d'actualité juive et pour lui dégommer ses soutiens au niveau des maires, quoi, enfin, au niveau de ses signatures. Bon, c'est des pièges bateaux, quoi. Mais je voulais vous dire, mais moi je trouvais quand même que j'ai été étonné par certains animateurs d'émissions. Je pense Ardisson ou Mireille Dumas qui ont été relativement corrects. C'est pas tous des crapules, quoi. Il y a deux choses. D'abord, il y a des gens qui savent qui me connaissent et qui savent que je suis plutôt à méconnaître et un intellectuel honnête qui essaie de dire des choses, de chercher des vérités et de les dire. Et puis deuxièmement, il y a un aspect audimat qu'il faut pas oublier, c'est que d'inviter dans les télévisions que des gens du showbiz et que des gens qui répètent le ronron dominant, il y a un problème d'audimat, il y a un problème de commerce. Oui, c'est que plus rien ne se vend. Il faut savoir que tous les médias qui me détestent et me diffament aujourd'hui, je vais pas les citer, sont en crise économique grave, sont en train de licencier du monde et ne se vendent plus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une demande de parole de vérité sur des tas de sujets. Les gens comme moi essayent de répondre, de faire ce travail. Les médias, pour des raisons de pouvoir, leur ferment la porte. Mais la sanction immanente, c'est qu'ils ont plus de clients. C'est-à-dire que il y a une espèce d'ambiguïté aujourd'hui. Je le dis d'ailleurs honnêtement, je suis un très bon client pour les médias. Quand je passe à la télé, ça fait monter l'audimat parce qu'on dit tiens, Soral va encore nous dire des choses. Et d'un autre côté, on voudrait pas que je les dise, mais d'un autre côté, les commerçants se disent il faut bien de temps en temps qu'on fasse un peu d'audimat. Effectivement, c'est un peu l'ambiguïté des médias aujourd'hui, elle est là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, Dumas, elle aurait pu être malfaisante, elle l'a pas été, quoi. Je trouvais que, sincèrement, dans l'émission de Mireille, elle a été correcte. Mais parce que j'ai fait plusieurs fois son émission, que je la connais depuis 20 ans, et qu'elle sait qui je suis. Et que je veux dire qu'ils sont pas tous, c'est vrai que moi j'étais étonné, je pensais qu'elle se comporterait comme les autres, quoi. Et en fait, je suis étonné de savoir de voir que sur des chaînes de télévision, il y a quand même des animateurs qui sont corrects, quoi, qui se comportent encore correctement. Mais parce que les autres vous aurez diabolisé un peu comme on le fait avec Le Pen, quoi. Merci pour la comparaison, mais on vient pas tout à fait du oui, non, mais je veux dire, c'est dans le procédé, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais moi d'ailleurs, c'est pour ça que je crache pas sur Le Pen, parce que j'ai écrit un texte dans mon livre qui s'appelait de l'avantage d'avoir toujours une lutte antifasciste de retard. Je disais, c'est quand même très très facile de jouer les courageux en crachant sur Le Pen. Je veux dire, c'est facile, quoi. Je veux dire, tout le monde le fait, c'est la tarte à la crème. Non, mais je veux dire, c'est vrai qu'on peut ne pas, moi, j'aime pas Le Pen, mais je veux dire, il a le droit de s'exprimer. Non, puis surtout, de cracher sur lui en disant, c'est pas courageux que de cracher sur Le Pen, tout le monde le fait. Je veux dire, il a pas le pouvoir, quoi. Je veux dire, donc moi, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qui est courageux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est Ardisson qui l'a répété assez souvent, d'ailleurs, ça. Cette histoire c'est pas, il n'y a pas besoin d'être très courageux pour cacher son extrême droite. Oui, même si effectivement il faut quand même dénoncer ce qu'il est sans diaboliser à outrance, quoi. Je veux dire, sans en rajouter et sans jouer les chevaliers blancs. Enfin, moi j'insiste sur le côté audimat. C'est qu'aujourd'hui il y a un vrai problème parce qu'il y a toujours une justice immanente. C'est que tout est verrouillé au niveau de l'animation, on va dire, parce qu'on veut pas que les vrais problèmes sortent. Mais le problème c'est que les gens confusément ressentent que ce qu'on leur raconte n'a plus de rapport avec la réalité et que les commentateurs ne font plus leur travail. C'est de la bouffonnerie et de la bouillie débilisante. Et ils n'écoutent plus. Ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, à la fois on se dit, bon, Soral dit des vérités, il faut le virer, et en même temps on se dit, si on n'invite pas des gens comme Soral, parce qu'il y en a sans doute d'autres, et je ne peux pas être le seul, et peut-être que j'aimerais bien que d'autres fassent un peu le boulot, que je puisse me reposer, et ben si on n'invite pas Soral, l'audimat continue à baisser. Vous savez, il y a ce problème-là aussi, il y a un vrai problème très con, c'est de lectorat et d'audimat. Les journaux Radio Paris-Mans, vous voyez, Radio Paris est allemand, et puis à un moment donné, les gens écoutent tous Radio Londres, vous voyez, voilà, c'est ça le problème.
Effectivement. Frédéric, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Soral, et bon courage. J'invite vraiment tous les gens à acheter vos livres. C'est comme ça qu'on peut vous soutenir. Bah oui, c'est ce qui existe d'ailleurs. C'est la seule façon. J'ai des lecteurs. Et c'est comme ça qu'on vous inviterait encore sur les médias. Si vous faites beaucoup de ventes, on ne pourra pas vous ignorer. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alors, nous sommes avec Alain Soral. Restez à l'écoute de votre radio, ici et maintenant. Allô, on s'entend là? Oui, Alain. Ouais, j'ai un problème de son. Vous pouvez pas monter le son. J'ai obligé de m'arracher les oreilles pour entendre l'auditeur. D'accord. C'est très très bas, le son. Elena, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Alain David Soral. Abbassi et bonjour Alain Soral. Bonjour. Les auditeurs. Mais je vous entends pas là. Allô? Vous m'entendez pas? Non, je vous entends très très mal. Ah bah décidément. Allô? On a un problème technique. Vous m'entendez là? Moi je vous entends mais... Vraiment de très très loin. Est-ce que je peux allumer la radio? Parce que là vraiment je peux pas entendre. Allez. Vous allez me dire s'il y a du Larsen. Allô? Moi je vous entends très bien. Ouais. Là j'entends mais avec la radio. Bon bah écoutez, voilà. Comme ça. Bon, c'est Radio Londres, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Eh ben bonjour à tous. D'abord, Alain Soral, je vous ai vu dans pas mal d'émissions et j'ai aucune idée négative sur sur votre image. Je sais très bien, vous avez parlé du féminisme et je suis une femme, c'est pas pour ça que j'ai eu envie d'aller vous taper dessus. Ça c'est un préalable. C'est gentil, merci. Non, oui, j'ai fait la distinction entre... J'en ai même pas senti l'envie, c'est ça que je veux dire. J'ai toujours fait la différence entre femme et féministe. J'ai dit, faut pas réduire une catégorie à l'autre. Hein. Tout à fait. Et donc, moi, je suis un petit peu attristée parce que la France, depuis de nombreuses années, avait été un pays d'accueil. Et justement, on pouvait s'exprimer librement. Et ce qui fait la force de ce beau pays qui est la France, c'est justement de pouvoir échanger des idées et débattre. Et il me semble que vous avez été un peu visionnaire. C'est-à-dire que vous avez vu par avance. Ceux qui voient de la discrimination ont complètement tort parce que ce que je ressens, moi, je vous dis comment je l'ai ressenti intimement, c'est que quand vous dénoncez un sujet, d'ailleurs vous avez dénoncé aussi bien la victimisation des beurres de... Oui, j'étais le premier à le faire par écrit. Hein, Voilà, dans vos écrits, vous explosez dans tout ce qui vous dans tout ce qui vous aborde, c'est-à-dire tout ce qui vous inquiète par rapport à cette sérénité, à cette unité qui existait en France, c'est-à-dire cette possibilité d'échanger et de faire avancer un petit peu le schmilblick. Hein. Et donc dans vos écrits, vous avez pu tout aussi bien vous exprimer sur tous les excès, quel que soit le communautarisme, que ce soit les beurs de banlieue ou peu importe, se retrancher comme ça et de se poser en victime, ça ne faisait pas avancer le monde. Au contraire, ça crée une sorte de violence et finalement, cette haine nous permet pas d'avancer. Moi, j'ai compris que votre pensée est cohérente et il n'y a aucune discrimination particulière contre l'un ou l'autre. Ah non, moi, je me suis attelé à étudier tous les communautarismes et on peut le prouver par mes livres. Oui. Hein, et je dis, je me suis attaqué à ce qu'on appelle la stratégie du communautarisme victimaire et son danger. Et j'ai fait d'ailleurs les maghrébins, les féministes, les gays, les juifs. J'ai tout fait, les Corses. J'ai tout fait. Et voilà. Et donc on peut pas dire que je suis monomaniaque, vous voyez. Oui, vous êtes exprimé contre tous les excès, tous les excès qui vous paraissent aberrants et qui finalement ne nous permettent pas d'avancer. Finalement, créent une sorte de haine et de violence. Exactement. Voilà, moi je l'ai bien compris comme ça. Et puis moi je fais remarquer que je fais partie de la population française majoritaire. Et en dernière instance, bon, ma petite personne peut être en danger, mais en tant que communauté, moi je fais partie des Français moyens. Je cours aucun risque entre guillemets. Donc je veux dire, mon intérêt c'est d'essayer d'aider par une analyse. Hein. Je ne protège et je ne défends aucun lobby. Moi, vous voyez, je ne suis d'aucun lobby. Hein, c'est clair. Hein. Absolument. D'ailleurs, Monsieur Abbassi, je vais pas vous faire un reproche, mais je suis pas très contente que vous obligiez les gens à parler de leurs origines. Depuis peu, maintenant, tout le monde est obligé d'afficher ses origines. On n'a pas besoin d'afficher
surtout, normalement, c'est même interdit. C'est-à-dire que si d'un seul coup, c'est bizarre. Je me dis jamais à quelqu'un, monsieur qui me parlait, vous êtes juif. Pourquoi moi on me demanderait si j'ai des origines? À la limite, j'en sais rien. Oui, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais on a des origines humaines. Point. Si je m'appelais Solal au lieu de Soral, parce qu'il y a une lettre près qui a pu changer à une époque, dans des périodes troublées, qu'est-ce que ça changerait à mon discours? Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en plus. C'est scandaleux d'ailleurs, je vais insister là-dessus, c'est que j'ai eu récemment un dialogue avec William Goldnadel. On est d'accord sur des tas de choses. Quand c'est lui qui le dit, ça passe. Quand c'est moi qui le dis, d'un seul coup, il y a des cris de haine. Vous voyez, c'est bizarre. Pourquoi alors, à ton avis, Alain? Pourquoi? Eh ben parce que moi je le dis en tant qu'intellectuel français universaliste et humaniste, et lui le dit comme il se présente lui-même comme juif de combat. Et pourtant les arguments à un moment donné sont exactement les mêmes. Et on retrouve les mêmes chez Monsieur Shmuel Trigano. Et bon après je laisse les spécialistes s'intéresser au sujet, faire les recoupements. Mais c'est ça qui me c'est ça que je trouve incroyable, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le fond. Tu m'excuses, Elena, c'est peut-être, Alain, c'est autocritique que tu viens de le dire, c'est-à-dire autocritique est accepté chez eux, c'est-à-dire c'est une autocritique, n'est-ce pas? Quand tu es dans le Parti communiste, vous faites une autocritique concernant le Parti communiste, tu vois. Mais si quelqu'un de l'extérieur Voilà, j'ai fait de l'autocritique de l'extérieur. Voilà, c'est ça que moi, Elena, quand je parle de temps en temps, puisque je veux on me crée une fraternité, on peut dire mondiale, internationale, c'est-à-dire si on voit des choses, il faut le dire, voilà, vous voyez. Voilà. Et je voulais dire une chose, justement. J'ai perdu le fil. Après, on a d'attente, excusez-moi. Non, je voulais d'abord remercier Alain Soral parce qu'il a exprimé haut et fort, peut-être de façon maladroite, mais c'est pas parce que quelqu'un... Très maladroite, je le conçois. Voilà, alors, excuse-moi Alain, si tu permets que je te tutoie, c'est pas parce que la forme n'était pas tout à fait au point que le fond est faux. Le fond est juste. Et le fond, ce n'est pas fait dans une intention de haine. Non. Moi, je l'ai compris justement comme quelqu'un qui dit attention, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais le dire, c'était conforme à l'histoire, aux écritures et à la logique. Et en plus, c'était un message de dialogue inquiet et agacé, vous voyez. Voilà. Et alors évidemment, je pense que là, c'est pas passé, mais je pense qu'avec le temps, ça sera compris comme ça. Hein. Et je sais que le temps joue pour moi. Malheureusement, on veut pas. Il y a des gens qui veulent pas me laisser de temps, vous voyez. Ça, alors, même si c'est pas une autocritique, David, je pense que de toute façon, il va susciter l'autocritique, parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de crier au loup sans arrêt. Moi, j'ai vu le cas de Nicole Gage. Elle est intervenue pour assister une soi-disant victime, qui n'en était pas une. Et lorsqu'il y a eu de véritables victimes, elle n'est pas venue s'interposer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a... Moi, je pense qu'elle aurait dû faire une déclaration pour Alain Soral. Il y a eu Monsieur Delanoë l'a fait, le maire du 3e arrondissement l'a fait, mais c'est vrai que j'ai pas eu droit à mon ministre, moi. Hein. Voilà, alors tu n'as pas eu droit à ton ministre. Ça a été le cas aussi d'incidents qui sont arrivés en Corse. Il n'y a pas eu d'intervention de Nicole Gage. Je l'ai entendu s'esclaffer à propos de la fille de Simone Signoret. J'ai trouvé vraiment que c'était déplacé, qu'elle éclate de rire en disant c'est pas sérieux, chez Carl Zero. Peu importe mes sentiments pour ce sujet, mais c'est le fait qu'une secrétaire d'État ou un ministre carrément se fout de la gueule d'une personne qui a exprimé sa propre douleur, sans essayer de comprendre un petit peu plus. Carrément, elle s'est foutue d'elle. Alors, pourquoi ce choix dans ces interventions? Et moi, je trouve que ce n'est pas rendre service, parce que quelque part, même si c'est pas une autocritique, ça finit par agacer. Les personnes se sentent débordées. Moi, je suis autant agacée par les extrémistes musulmans que par tout extrémiste. Quelqu'un qui vient m'étouffer avec ses idées. J'ai envie de vivre dans un monde serein où chacun a le droit d'exprimer intimement ses propres opinions et de les vivre soi-même sans débordement sur la vie des autres. Bah oui, on est d'accord là-dessus. Je pense que tous les gens devraient être d'accord là-dessus, sauf ceux qui ne sont pas très démocrates, évidemment. Alors moi, je vais avouer une chose, c'est que j'ai pas lu jusque-là de livre d'Alain Soral, bien que j'y étais intéressée.
Mais là, je suis sûre d'une chose, c'est que je vais acheter le bouquin. Et est-ce que tu peux me rappeler le titre de ton bouquin, s'il te plaît? Le dernier, c'est Misère du désir, qui est très bien, qui est généraliste et qui parle de tas de sujets d'ailleurs, des rapports hommes-femmes, des problèmes de l'homosexualité, des rapports intercommunautaires, de la détresse sexuelle en banlieue, et les deux abécédaires qui critiquent de fond en comble la dérive communautaire de la France. C'est 2 tomes. Le premier s'appelle Abécédaire de la bêtise ambiante, et le deuxième s'appelle Socrate à Saint-Tropez. Et je crois que tout est dedans, quoi. À la limite, j'ai tout dit moi sur le sujet de l'autre jour là. J'avais déjà tout dit dans ces 2 livres, et ils ont fait des succès, ces livres. Ça a été entre guillemets des petits best-sellers, mais ils n'ont jamais eu aucun recensement dans la presse, quoi. On n'en a jamais parlé, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est sans doute ça gêne. Et c'est pour ça que les gens qui comprennent pas, à force de me traiter comme un chien, c'est vrai que je finis par aboyer, vous voyez, mais on m'a tellement poussé, diffamé. Ça a été un piège, hein. Oui, il y a longtemps que le piège se referme. Faudra chercher les émissions plus en direct. Ouais. Je voulais juste, dernière chose pour Elena, oui, Hélène. Allez-y, Elena, dernière. Excuse-moi, parce que comme je suis enrhumée, je perds un petit peu le fil de ma pensée. Alain, tu ne penses pas que choisir une maison d'édition, c'est important pour pas qu'on ait promotion de livres? Que je choisis les maisons d'édition? Ouais. Mais vous planez à 10 000 ou quoi? Vous croyez que je choisis les maisons d'édition, moi? Tu peux pas choisir? Mais bien sûr que je choisis pas grand-chose. Je veux dire, j'édite chez les gens qui veulent bien méditer, vous vous rendez pas compte? C'est ça aussi, tu sais, parce qu'il y a certaines maisons d'édition. J'ai l'impression que les gens planent à 10 000 sur les rapports de force en France, sur la manière dont les gens sont plus ou moins marginalisés. Je fais ce que je peux, je publie là où je peux publier, je passe à la télé là où on m'invite, j'y vais toujours à 10 contre 1 à 1 contre 10 au casse-pipe, parce que ça marche pas comme ça. C'est pas, je vais pas appeler demain Gallimard en disant voilà, j'ai un livre, je prends Gallimard ou Flammarion. Ça marche pas comme ça, vous voyez, j'ai dit où je peux. Il y a des rapports de force, il y a des listes noires, il y a des gens infréquentables, il y a des gens, etc., etc. Je veux dire, je suis quand même une espèce de marginal de luxe, on va dire. Hein. Oui, la réalité ne ressemble pas à un roman à l'eau de rose ou oui, bien sûr que un héros oui. cinématographique. Vous devriez éditer dans une émission. Il y a des gens qui des fois me disent vous devriez éditer vos livres dans des maisons d'édition plus respectables, puisqu'il se trouve que la personne qui édite des bouquins érotiques. Je dis c'est bien, faites-moi l'introduction. Là, vous voyez, je lance un appel solennel. Hein, faites-moi l'introduction. J'édite chez qui vous voulez. Moi, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est ce que j'écris. Mais je peux vous dire que ça se passe pas tout à fait comme ça. Bien sûr. Sinon, moi, il y a un sujet qui m'a quand même... Allô? Oui. Elena, dernière chose. Oui, un dernier point. Oui, allez-y, ton dernier point. Un dernier sujet qui m'a vraiment affolé, c'est que en France, sous l'œil de la police, et c'est vraiment avec, je dirais pas l'approbation, mais sans réaction aucune, il y a des milices qui se créent, et donc une milice c'est fait pour quoi? C'est fait pour... Écoute, Elena, merci Elena, au revoir. Tu sais que même en France, même Alain Soral, je ne sais pas si je te sais ou non, même on a tué des gens, on a assassiné environ 30 opposants iraniens. Il y avait des gens qui étaient contre, on peut dire, un islam politique. C'est-à-dire, ça arrive partout dans le monde. Il ne faut pas mettre la police en cause. Même des assassinats politiques étaient faits ici à Paris. On a tué des gens. Non mais monsieur Abbassi, vous trouvez ça normal alors? Non, ce n'est pas normal. Il ne faut pas dire que les policiers ne font pas leur boulot, hein. Il ne faut pas dire que les policiers... Moi, de toute façon, je reçois des menaces de mort à travers mon site internet. Bon, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je les transmets au parquet, quoi. Hein. Puis voilà, on menace de mort, qu'est-ce que vous faites, quoi, hein. Ouais. Voilà. Non, mais moi, j'ai vu qu'il y a eu une émission à la télé qui a quand même révélé que, quand même sous l'œil de la caméra, que ces milices étaient sous l'œil... attentive de la police qui ne réagissait pas du tout. Oui, c'est vrai, c'était filmé, mais les gens étaient cagoulés, hein, c'est tout. Non, Alain... Ouais, mais j'ai l'impression que vous défendez ça, c'est ça que je comprends pas. Non, écoutez, je vous ai dit que ce pire était arrivé ici en France. On a tué plus de 25 opposants iraniens ici, depuis l'année 80 à ce jour-là. Même on les a assassinés. Vous connaissez Bartial, Dr Reza Mazlouman, mais là, mon ami. C'est l'œil de la caméra, avec des preuves. C'est quand même pas la même excusez-moi de faire la remarque, je ne suis pas un opposant iranien, même si c'est dégueulasse évidemment d'attaquer un opposant iranien réfugié sur le sol français, mais je suis quand même pas un réfugié politique, je suis quand même un... Tu es un écrivain, non, les autres ici c'était des écrivains, Alain. Qui signe un bouquin dans une librairie, quoi. Voilà. Oui, même les autres c'était des écrivains. Mais de toute façon, Alain, tu as porté plainte, non?
J'étais obligé, bien sûr. Voilà, bravo. Maintenant que tu as porté plainte, si on va être sûr et certain que ces gens-là vont être poursuivis par... Oh oui, non. J'attends de voir. Mais enfin, une fois de plus, moi, bizarrement, j'ai pas une tradition de recourir à la police, à la justice systématiquement. Moi, quand des gens sont aussi énervés et aussi violents, j'ai toujours le désir de créer le dialogue et de dire, mais pourquoi vous m'en voulez autant pour ce que j'ai dit? Je veux dire, essayons de discuter. C'est toujours mon rêve. J'ai réussi à discuter avec les Maghrébins de banlieue, j'ai réussi à discuter avec les musulmans, j'ai réussi à discuter avec les nationalistes, j'ai réussi à discuter avec les communistes dont je viens et où il y a eu vraiment des cataclysmes au PC depuis quelques années. J'ai réussi à discuter avec des intellectuels féministes comme Annie Goldman, la veuve de Lucien Goldman, qui est une grande intellectuelle féministe. J'ai réussi à peu près à discuter avec tout le monde. J'ai encore l'espoir de pouvoir discuter. Je dirais même pas avec les intellectuels juifs germano-pratins branchés là, parce que je sais pourquoi ils m'aiment pas, parce que c'est une question de rivalité sur un segment de marché. C'est ils ont peur de moi comme rival, comme que je pourrais leur piquer du boulot comme animateur culturel dans les radios. C'est même pas eux. J'aimerais arriver à créer le contact avec les sionistes extrémistes, pour comprendre pourquoi ils me haïssent autant pour ce que j'ai dit, quoi. Je veux dire, à la limite, j'ai ce vieux désir de journaliste d'enquête, d'intellectuels et de baroudeurs, d'arriver à me retrouver à un moment donné à discuter avec eux pour dire qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et c'est ça qui m'a, ça c'est un truc personnel, mais c'est un peu ça que j'aime. C'est comme ça que j'aimerais de faire un mal un bien, vous voyez. Ouais. C'est que il y a un déchaînement de violence, comme je l'ai dit d'ailleurs, un déchaînement de violence s'explique toujours. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs l'autre jour un déchaînement de violence et de haine a toujours une explication. Je ne crois pas à l'irrationnel, je ne crois pas à l'absurde. Donc c'est valable pour ce que j'ai dit l'autre jour, c'est valable pour moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Hein, donc à la limite, je l'assume, vous voyez? Bien sûr, là. Hein, tu sais ce que tu fais, voilà, c'est tout. Je sais ce que je fais. Je fais ce que je peux et j'essaye de positiver. Donc je me dis aujourd'hui, ce qui est fait. Ouais. Je vais évidemment, il y a la loi, il y a la République, il y a des choses qui sont très étranges, etc., etc. Mais il y a aussi le fait que ma grande force, je le redis, c'est que je suis capable de parler avec des tas de gens. Et que des tas de gens me parlent. Hein, à un moment donné, je dis banco, parlez-moi, voilà, en privé d'abord, et puis après on verra, et peut-être que ça fera peut-être du bien à tout le monde. Bien sûr. Et Elena, merci. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes avec Alain Soral, oui. Oui, bonjour Monsieur David Abbassi, bonjour Monsieur Soral. Christian à Paris donc. Je me demandais si vous étiez en tant qu'écrivain plutôt politicien, religieux ou philosophe, ou un mélange des trois. Alors je suis pas religieux du tout, non. Moi je dis que je suis chrétien parce que c'est ma culture, mais on sait bien que le christianisme est totalement sécularisé. Ça veut dire que c'est l'idée du bien, vous voyez, qui est en avant. Donc en fait, vous seriez éventuellement, vous rejetteriez éventuellement l'image de Dieu, mais vous conserveriez quelque écrit que ce soit, du moment que les écrits ce seraient des choses positives, quoi. Il s'est passé quelque chose dans l'Occident chrétien à partir on va dire du XVIIIe siècle, qui est la sécularisation du Dieu apostolique romain en idée du bien. Vous voyez, les philosophes qui ont fait le travail, c'est Pascal, puis Kant. C'est-à-dire que on n'a plus besoin d'un vieillard barbu pour incarner une autorité morale. Vous voyez. Et donc moi mes valeurs sont chrétiennes, mais j'ai pas besoin pour ça de croire en Dieu. C'est ça que je veux dire. Mais mes valeurs sont chrétiennes. Bien évidemment, la moralité contre la souffrance, bien évidemment. Oui, la moralité, c'est que de mettre en dessus l'idée du bien, l'idée du bien et du vrai, qui est la trilogie kantienne. Le bien pour le bien, on peut se poser la question qu'est-ce que ça voudrait dire, mais j'imagine le bien contre la souffrance, bien évidemment. Le bien contre le mal, c'est assez simple. Et le mal, précisément, la souffrance, qu'est-ce qui améliore les choses, qu'est-ce qui les aggrave. Et donc le mal, précisément, la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique. Ouais, la souffrance, le mensonge, le mépris de l'autre, un mensonge peut faire souffrir, bien sûr, mais l'exploitation, parce qu'il faut revenir à l'économique. Donc fondamentalement, c'est le problème de la souffrance dont les philosophes pourraient être peut-être plus honnêtes quant à leur philosophie, puisque la politique, la religion, la philosophie, ce sont des instances qui seraient censées faire changer le monde par rapport au problème de la souffrance et non pas l'accentuer. Donc c'était ma première question. Est-ce que je crois que par rapport à votre sœur, vous avez une relation plutôt moyenne? Ouais, mais je suis pas là pour en parler. Non, c'est simplement que les gens en général préfèrent vivre tranquillement qu'en se mêlant de choses qui pourraient faire avancer les choses. Vous savez, tout le monde s'entend si personne ne parle des sujets qui fâchent, ça c'est bien connu. De mes rapports avec ma sœur, ça nous a donné un jour une belle émission chez Mireille Dumas où on a dialogué parce qu'en fait
j'étais allé à cette émission d'abord par jeu et ensuite parce que aussi j'avais un livre que j'arrivais pas à montrer qui s'appelait Socrate à Saint-Tropez et que c'était l'occasion aussi, l'échange avec Mireille Dumas, et j'allais à discuter avec ma soeur à la télévision et elle montrait que j'avais sorti ce livre, donc il y a aussi ça. Et puis aussi effectivement parce que je trouvais que sur un sujet comme la famille où tout le monde ment en général, c'est-à-dire que tout le monde c'est toujours l'amour dans les médias, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je voulais aussi montrer qu'en fait il y a des tas de gens qui sentent que la famille est aussi un lieu de conflit sourd, de haine, de ressentiment, etc. Et leur montrer qu'effectivement ils ne vivaient pas cette situation-là seuls, isolés, et qu'effectivement, comme le dit le roman bourgeois classique, les plus grandes haines sont dans les familles, les plus grands conflits sont dans les familles, parce qu'on ne déteste jamais autant que les gens qu'on connaît. C'est ça qui est étrange. Vous voulez dire par là que plus on connaît quelqu'un, plus on peut voir ses défauts. Oui, en général, pour être fâché avec quelqu'un, il faut d'abord avoir été ami, vous voyez. On ne se fâche qu'avec ses amis par définition. Non, pas forcément. On peut très bien rencontrer quelqu'un, ne pas savoir si ça sera vraiment un ami plus tard ou pas. Non, mais ma phrase est simple, on ne se fâche avec ses amis, c'est-à-dire que vous et moi, on peut pas se fâcher, on se connaît pas, vous voyez. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà. Les grosses fâcheries sont avec les meilleurs amis, comme toujours. C'est-à-dire que... Donc en fait, d'après vous pensez que c'était inévitable dans le monde que les gens ne puissent ne pas se fâcher? J'en sais rien, c'est pas que c'est inévitable, c'est qu'il y a des... soit on travaille pour essayer d'améliorer les choses, soit on travaille pour les empirer, c'est tout. Et moi, à un moment donné, j'essaye d'améliorer les choses. On a essayé de me faire basculer de l'autre côté. J'essaye de reprendre mes marques, quoi. Voilà. Vous voulez dire par là que la plupart des gens ne cherchent pas fondamentalement à améliorer le monde. C'est ça. Il y a des gens que ça intéresse pas. Il y a des gens qui cherchent juste à renforcer leur position. Et peut-être même la majorité. Je sais pas, je fais pas de statistiques, mais. Il semblerait du moins, apparemment. Ouais. Moi j'essaye de comprendre, je fais un travail explicatif, après j'essaye de le transmettre aux gens qui ont peut-être pas le temps matériel de se poser toutes les questions que je me pose parce qu'ils travaillent 8 heures par jour, j'en sais rien, ou qu'ils n'ont pas la culture. C'est un échange, c'est-à-dire que ça me nourrit parce qu'ils achètent mes livres et moi avec l'argent des livres j'en écris d'autres. Et puis ça s'appelle être un intellectuel finalement. Mais je remarque que c'est un travail qui est difficile à faire, parce que c'est difficile à faire par rapport à la compréhension et au travail, mais difficile à faire parce qu'il y a un contexte souvent d'hostilité, c'est-à-dire que plus vous faites un travail explicatif honnête, plus ceux qui devraient être des relais pour vous amener aux gens deviennent à l'inverse des espèces de barrières pour vous empêcher d'accéder aux gens. Voilà. Mais je pense que... C'est-à-dire que je serais beaucoup moins bon dans ce que j'écris, je serais beaucoup plus médiatisé, je pense, tout simplement. J'en dirais moins, je passerais plus à la télé. Je pense que les gens finissent par comprendre que la solution, ce serait qu'ils se remettent en question. Je sais que c'est la chose la plus dure qu'on puisse demander à un humain, si on le fait complètement. Mais s'ils prennent conscience que c'est la seule solution pour que eux et leur environnement soient heureux, je pense qu'ils vont finir par accepter cette idée. Je pense que votre parole est un petit peu enjouée et idéaliste, mais c'est un peu mon espoir là. C'est qu'à un moment donné, il y a un dialogue qui se crée à force d'erreurs accumulées et de dire bon on remet tout à plat, on discute. Voilà. Et c'est un peu mon espoir parce que d'abord ça serait quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que les réconciliations après les fâcheries, moi personnellement. Oui, mais ça serait de mettre son moi de côté, son orgueil de côté, son égoïsme, et ça c'est pas facile. Et puis admettre ses erreurs aussi, je veux dire. Oui, c'est ça. Évidemment, aussi, tout le monde en commet des erreurs. Je connais personne, que ce soit peuple, individu, communauté, etc., qui ne commettent jamais d'erreurs. Ça n'existe pas. Donc vous pensez que le surhomme de Nietzsche n'est toujours pas arrivé, en fait? Je sais pas, le surhomme de Nietzsche, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, c'est pas ma lecture. D'ailleurs, c'est le principe que... J'ai toujours pris Nietzsche pour un poète, moi. Non, c'est le principe au temps de Platon, enfin 300 avant Jésus, qui pensait qu'il n'était pas possible qu'un homme... qu'il n'était pas possible qu'un homme puisse être complètement honnête si Dieu n'existait pas. Oui, mais on s'en fout de ça. Moi, il y a eu l'espoir de l'homme nouveau avec le socialisme. Le problème, c'est qu'on gère au jour le jour. On essaye de faire il y a vers le un peu mieux et le un peu pire. Et il faut tirer vers le un peu mieux. Le reste, c'est un peu du baratin d'étudiants pour cafétéria de campus. Et Stéphane, bonjour. Et Stéphane, nous sommes avec Alain Soral. Encore quelques minutes. Alain, préparez-nous un joli poème pour le fan de notre émission. Un joli poème. Oui, un joli poème. Et Stéphane, bonjour Stéphane. Et Stéphane. Alors, en attendant qu'on va repêcher Stéphane, Christian, tu vas résumer tes propos avec Alain Soral? Oui, j'ai toujours bien aimé comment. J'entends très mal, hein. Oui, j'ai toujours parlé plus fort et plus près. J'ai toujours bien aimé la façon de votre façon d'aborder les sujets, très pragmatique, essayant d'aller droit au but. Mais c'est vrai que c'est pas facile avec des gens qui ne sont pas pour le débat, quoi. Pour faire avancer les choses, quoi.
C'est un peu je crois que c'est un peu le fond du problème, quoi. D'ailleurs, les gens me disent que j'ai péché par naïveté, mais je tiens d'une certaine manière à cette naïveté, parce que si j'étais plus roublard, il y a des tas de sujets sur lesquels j'irais pas, puis c'est tout. Je veux dire, effectivement, il faut beaucoup de naïveté pour croire qu'on peut parler de tout en France sans arrière-pensée, et à tout le monde, évidemment. Mais quelque part, j'y tiens quelque part à cette naïveté. Je crois que c'est ce qui fait ma différence et peut-être même qui fait que j'existe médiatiquement, quoi. Donc il y a beaucoup de dégâts collatéraux. C'est comme le free jazz, quoi. Ou les films de Cassavetes. Il y a beaucoup de ratés, mais de temps en temps, il y a un petit moment de grâce, vous voyez. Oui. J'ai un peu opté pour cette manière-là de communiquer, quoi. Voilà, merci. C'est Christian et Karim, 1 minute, puisqu'on arrive à la fin de mon émission. Allô? Oui, Karim, bonjour. Allô? Bonjour, oui. Je vous entends pas, hein? Mais, nous, on vous entend bien. Ah, très bien. Donc, alors, je vais poser ma question. D'abord, je salue Alain Soral. Je le suis souvent et j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent et j'espère qu'ils font ce qu'ils pensent aussi. Ma question, c'est que je voudrais vous poser la question. Alain Soral, on sait que maintenant, dans notre système, les gens qui sont révoltés, la révolution maintenant ne vaut rien parce qu'il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas la réaction à la révolution. Les gens comme vous, on en a plein qui sont underground, on n'en fait pas parler et on les laisse tranquilles et on les prend pour des fous. Monsieur Alain Soral, pourquoi vous, le milieu homosexuel, le milieu juif, ces deux milieux-là, pourquoi les seuls, puisque vous fréquentez l'intelligentsia, je vous ai vu dans certaines émissions, vous fréquentez ceux qui mènent l'intelligentsia de ce monde, de ce pays plutôt, pourquoi on vous empêche, vous, et on vous agresse, vous, spécialement, et on vous empêche de parler, tel que Dieudonné aussi. Pourquoi, dans ce pays, il y a des gens qui parlent, qui disent des choses plus graves que vous, ils dénoncent, ils sont tranquilles, on les écoute même pas, on fait même pas attention à eux, il y a certains qui sont dans des asiles psychiatriques, mais vous, on vous agresse médiatiquement. Quelle est la chose? Est-ce que vous vous dites, entre les gens de l'intelligentsia, vous fréquentez même la Jet Set, j'ai vu, mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui vous disent la vérité quand même. Ces gens-là, tout à l'heure vous avez dit, j'aimerais bien aller parler aux radicaux juifs, mais je suis persuadé que dans les milieux des dîners que vous faites et les petits clubs que vous faites où il y a ceux qui se disent de l'intelligentsia, il y a au moins un juif ou il y a un homosexuel qui a dû vous dire vous avez touché quelque chose qu'il ne faut pas dire et pourquoi vous seulement vous êtes jugé efficace pour la manipulation. Voilà, merci Karim. Je peux répondre déjà qu'avec le milieu homosexuel, j'ai pas de problème parce qu'il y a un lobby gay entre guillemets qui feint de me traiter en ennemi. Mais avec des gens qui sont homosexuels, qui est une pratique privée, je n'ai aucun problème. Il y en a même beaucoup qui dialoguent avec moi sans problème, et qui disent qu'ils se reconnaissent pas dans le mouvement gay, qui est une entreprise de politisation d'une pratique privée d'ordre sexuel. Et puis les dîners là, j'y vais pas tant que ça, mais je discute effectivement avec des tas d'intellectuels juifs et même d'intellectuels sionistes de droite. C'est pas le problème. C'est que là, par un dérapage à la télévision que j'ai commis mais qu'on m'a poussé à commettre, j'ai créé une espèce de colère haineuse qui arrange plein de gens, parce que d'un seul coup ça crée un climat qui fait peur, qui est censé me faire peur à moi, mais aussi qui est censé faire peur à ceux qui pourraient m'inviter. C'est ça l'idée, c'est pour me rendre infréquentable. Bon ben voilà, j'espère que ça va passer, et j'espère que d'un mal sortira un bien, c'est tout ce que je peux dire, et que ça va faire avancer le débat, parce que merci Alain Soral, du débat. Merci d'être mon invité, je te remercie beaucoup. Alors, jolie parole pour finir notre émission d'aujourd'hui, Alain, s'il te plaît. Comment? Pour finir notre émission d'aujourd'hui, il faudrait que je dise une jolie parole. Si tu veux bien, hein. C'est ce que j'ai essayé d'écrire sur un texte en ce moment. C'est quand on me tend la main en être humain, je la prends. Quand on me traite comme un chien, j'aboie. Voilà, c'était ce que j'essayais de. Très joli. C'était ce que j'essayais d'écrire sur un texte de mise au point que je vais essayer de faire passer dans les médias suite à toutes ces histoires tristes qui n'auraient pas dû arriver. Voilà. Alain, je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt peut-être. Moi aussi, merci. Merci Alain. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous les auditeurs.